Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde organisée par les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours et par le club de la presse Centre-Val de Loire. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'amphithéâtre Berger pour vous parler d'un sujet d'actualité brûlant. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022, puis sa transformation en X, les journalistes et les médias se retrouvent face à des choix stratégiques importants. Hier, jour de l'investiture de Donald Trump, une vague de départ massif du réseau social a eu lieu. De nombreux utilisateurs, dont des médias, ont rejoint le projet HelloKitties, appelant à migrer vers des alternatives comme Blue Sky. Même le PJT a annoncé hier dans son dernier tweet quitter le réseau. Pourtant, X reste un outil central pour de nombreux journalistes et pour de nombreuses rédactions. Quelles alternatives s'offrent à eux? Quels risques prend-on en quittant un espace public aussi vaste? Et peut-on encore s'informer avec fiabilité sur X? Nous allons explorer ces questions ensemble avec nos invités. Donc, tout d'abord, Vincent Berthier, vous êtes responsable du desk technologique de Reporters sans frontières. Vous travaillez sur la sociologie des réseaux sociaux et du web et à l'étude des mécaniques de la désinformation. Phébé Imbergeant, vous êtes actuellement journaliste en faits divers et justice à la Nouvelle République. Vous êtes passé par Ouest France et le Courrier de l'Ouest et vous êtes diplômé du QEJ. Et nous avons aussi Lou Lassina-Foubert, qui est journaliste et responsable des réseaux sociaux chez Ouest France et chef du projet éditorial pour Colloque, une chaîne YouTube créée par Ouest France à destination des jeunes. Donc, pendant les 2 prochaines heures, nous allons tenter de décrypter les stratégies, mais aussi les défis et les enjeux auxquels les médias sont confrontés face à l'évolution du réseau X et du traitement d'informations sur la plateforme. Donc on a au téléphone Lou Lassina-Foubert parce qu'on a un peu un problème technique, mais il nous entend. Et n'hésitez pas à préparer vos questions et surtout à les poser pendant la conférence. On veut que ce soit assez interactif, donc n'hésitez pas. On vous donnera la parole. Et donc du coup, je laisse maintenant la parole à nos intervenants avec notre première question. Donc, quelles sont les positions officielles, les directives de vos médias, organisations respectives à propos de X? Bonjour à tous, merci encore pour l'invitation, très heureuse d'être là avec vous ce soir. En ce qui concerne la Nouvelle République du Centre-Ouest, donc, on représente 5 départements du Centre-Val de Loire, notamment l'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, la position de la Nouvelle République, c'est de rester sur le réseau X. C'est une prise de position ferme pour l'instant de la rédaction en chef, qui, malgré tout, explique avoir pris ses distances avec le réseau social. Donc ça remonte à 1 an déjà, on publie moins de contenu, moins de vidéos, etc. qu'on intègre dans nos papiers. C'est plus automatisé, un petit peu comme le fait Le Monde déjà actuellement, c'est-à-dire qu'en fait on reprend juste le titre de l'article et on publie. Mais aujourd'hui, voilà, de toute façon Twitter, X, c'était pas un réseau social pour nous qui attirait de toute façon le plus de lecteurs et c'est pas ce qui nous permettait non plus de faire le plus de conversion en lecteurs abonnés. Donc là, c'est plus une question de philosophie, de question morale pour l'instant, pour la raison pour laquelle on reste sur le réseau X. Bonsoir à toutes et à tous. En ce qui concerne Reporters sans frontières, nous on a une problématique qui est différente. Pour pas couper les cheveux en 4, on n'a pas de décision. On est en train de la prendre. C'est un sujet qui est assez compliqué pour nous parce que c'est notre ligne éditoriale. Elle est de traiter de la liberté de la presse pour nourrir notre mode d'action qui est la communication. Et ce faisant, on a une audience qui est internationale. Alors ça ne veut pas dire qu'on a énormément de monde, au contraire, on est un petit média en termes de visite et de conversion et de tout ce que vous voulez, on est très peu visité. Mais par contre, on est actif dans des pays, et je pense notamment à une zone sur laquelle j'ai un peu travaillé, qui est autour de tous les pays autoritaires autour de la mer Caspienne, où en fait, si on quitte ces plateformes, on n'a plus aucun moyen d'accéder à des journalistes. Donc ces plateformes, elles sont imparfaites. Pour parler de X, elles sont détestables. Nous, notre position, enfin, on l'a dit très clairement, on a dit que Musk allait transformer X en ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un cauchemar pour l'information. On a été extrêmement clair. Ce faisant, on essaye de changer le monde dans lequel on vit. Et donc, on doit s'adapter parfois à des outils aussi répugnants soient-ils. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas de position, et c'est une décision qui n'est pas si simple que ça à prendre. Je pense qu'on va un peu faire le tour de cette question tout à l'heure, mais beaucoup de médias doivent se poser la question. X, Twitter, ça reste peu de trafic.
Mais quitter un réseau social, c'est pas un choix anodin, même d'un point de vue économique. Bonjour à toutes et à tous. Ah, tu m'entends en retour. Mais je vais essayer de parler moins fort. Donc Ouest France a décidé de quitter Twitter donc en novembre, après un an où on publie quand même beaucoup moins. L'idée, c'était vraiment du coup de partir de la plateforme pour faire respecter déjà nos valeurs. On considérait qu'elles n'étaient pas en accord avec ce qu'on défendait, notamment les questions de démocratie, d'accès à l'information, de la violence qui est présente, l'absence de modération, etc. Ça nous paraissait vraiment contradictoire avec les valeurs. Donc ça faisait un an qu'on publiait beaucoup moins, qu'on était très invisible, on publiait plus que peut-être un ou deux tweets tous les 3 ou 4 jours, et c'était plutôt des retweets. Et on a pris la décision d'arrêter totalement d'être présent. On utilise encore Twitter comme source parfois d'informations, parce qu'on y trouve encore des informations inédites. C'est dans ce cadre-là qu'on continue de l'utiliser. Mais l'ensemble des rédactions a arrêté de tweeter, et nous avons... disons qu'on a discuté en fait avec les journalistes pour leur faire bien comprendre les risques, les conséquences de l'utilisation de Twitter. Et chaque journaliste après est libre, en son âme et conscience, de rester ou non sur la plateforme. Je sais que beaucoup de journalistes de Ouest France ont aussi par eux-mêmes quitté la plateforme ou supprimé les mentions concernant le journal pour instaurer un peu plus de distance avec le réseau. Voilà où nous en sommes actuellement. Donc justement, avant le rachat de Twitter par Elon Musk, quelle était chacun la position ou votre utilisation du réseau dans votre profession, et quelle différence avec maintenant? Alors, nous, en effet, ça reste quand même essentiellement un outil d'information. C'est-à-dire que nous, en Indre-et-Loire, on a l'essentiel des institutions, des représentants politiques, des représentants de l'État également qui sont encore sur X et qui utilisent cet outil en fait pour communiquer. Je pense notamment à moi dans mon domaine police-justice, la procureure de la République de Tours communique presque exclusivement sur le réseau social X, c'est-à-dire qu'en fait elle n'envoie même pas de communiqué de presse par mail, elle en fait une copie qu'elle publie sur son compte Twitter. Donc nous en fait c'est un peu une obligation pour être informé d'au moins y jeter un œil. Et ça reste aussi une source d'information parce qu'on a quand même des lecteurs aussi qui s'adressent à nous via la messagerie de notre compte Faitdivers37, qui est vraiment un compte à part des autres comptes de la Nouvelle République, qui concerne uniquement dans tout ce qui est faits divers en Indre-et-Loire. Et on a encore beaucoup de personnes qui nous écrivent en fait via cette messagerie, qui nous envoient des photos, des informations en temps réel. Donc là encore, partir, ça voudrait dire aussi se couper de ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. On a vu quand même le réseau social vraiment évoluer depuis le rachat par Musk, notamment via l'algorithme. On voit bien que notre fil il est vraiment pollué par des informations dont on n'a pas vocation à utiliser, dont on n'a pas d'intérêt, mais qui sont là et qui s'imposent. Donc on a dû apprendre à composer avec. Donc on utilise encore beaucoup de listes en fait pour trier. Mais c'est encore la question, c'est est-ce que même ça va encore continuer d'exister. Enfin, on voit tout qui disparaît au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est plein de questions qui se posent sur l'avenir aussi. Moi, c'est une longue histoire que j'ai avec Twitter, comme beaucoup de gens qui ont bossé à la fois dans les médias en tant que journaliste et dans la communication. Ce que j'ai fait, c'était mon gagne-pain pendant très très longtemps. Dans le journaliste, il y a quand même un rapport aussi assez personnel à ce genre de réseau, parce que c'était vraiment un réseau de journalistes. Ça veut dire que vous voyez, enfin, concrètement, moi quand je pense à Twitter, je pense aux attentats du 13 novembre que j'ai suivis en direct, avant même avec les témoignages des gens qui me parvenaient de la salle, avant même que ça sorte dans la presse. Donc pour moi, ça reste ça, Twitter, ça reste cette utopie d'un journalisme direct, de l'information directe, communautaire, collaborative. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que cette utopie a été réactualisée par Elon Musk au service d'un projet idéologique cette fois-ci. Il ne faut pas se leurrer sur la nature de Twitter. Twitter, ça a toujours été un égout à ciel ouvert. C'était réputé pour ça. Ça a toujours été le réseau des trolls, du harcèlement, de l'insulte et de la diffamation. Il y a un changement d'échelle qui a eu lieu
qui vient en effet du changement d'algorithme, qui vient du changement de modèle économique, avec la capacité qui a été donnée maintenant aux gens qui souscrivent à un abonnement de voir leur contenu amplifié, et un changement de ce qu'on appelle de stratégie de recrutement. C'est-à-dire qu'un personnage est intervenu et a justifié son rachat, je parle d'Elon Musk, au nom de valeurs idéologiques, en se positionnant sur un discours qui polarise son pays, qui est les accusations de censure. Et ça, on va y revenir aussi, je pense, la différence. Pourquoi est-ce que les Américains parlent de censure? Pourquoi est-ce qu'ils se déchirent là-dessus? Et pourquoi ce débat est tranquillement en train de grignoter notre société, alors qu'en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes conceptions de la liberté d'expression. C'est assez intéressant. Ce qui fait qu'il y a eu un effet, c'est que en fait, Elon Musk a recruté en masse des gens qui étaient plutôt de sa sensibilité politique et fait fuir des gens qui n'étaient pas de la sienne. Ce qui a nourri la machine et l'algorithme, en fait, avec un énorme bloc de gens qui avaient des choses à prouver et peut-être une espèce d'envie de vengeance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sur un réseau qui, en effet, est pollué, il n'y a pas d'autre mot, avec des bots, avec de la pornographie et avec des discours de haine. C'est-à-dire que grosso modo, Twitter, c'est devenu Parler, ou c'est devenu Truth, qui est le réseau social de Donald Trump. Si jamais vous voulez vous faire... Enfin, ça marchait il y a 2 ans. Si vous voulez vous faire peur, il y a 2 ans, je vous aurais dit, allez sur Truth Social et vous allez avoir un aperçu de ce que c'est une bulle de filtre. Maintenant, vous pouvez aller sur Twitter, ça marche. Est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, donc du coup, comment on utilisait Twitter auparavant chez Ouest France. Donc avant cette pause que j'évoquais il y a maintenant plus d'1 an, en termes de publication, on publiait tout en automatique quasiment. Tout ce qui passait en fait en sujet en actualité en continu. Donc Ouest France par jour, c'est entre 1400 et 1500 contenus. Et en actualité à la une, c'est environ 200 contenus. Donc évidemment les sujets les plus importants. Et automatiquement, ils étaient pushés sur Twitter, des publications avec des robots d'automatisation. On avait aussi des échanges. J'étais en charge de la modération sur Twitter et de l'échange avec les lecteurs sur le compte général notamment, plus l'ensemble des comptes départementaux. Donc on est sur 12 départements et donc chaque département avait son propre compte sur lequel il poussait des informations départementales. Donc on avait quand même un gros dispositif qui après, évidemment en termes d'audience, ça tous les groupes de presse vous le diront, Twitter n'a jamais représenté un fort enjeu en termes d'audience, à part quelques exceptions sur des titres, on va dire plus du côté de la tech, etc. Tout ça, on est sur une population un peu plus friande de ce genre d'usage, mais au global sur des titres généralistes, de presse généraliste, on était sur des audiences qui étaient plus faibles et sur des volumes qui sont plus faibles par exemple par rapport à Facebook. Donc on avait quand même une stratégie de visibilité importante sur Twitter avec beaucoup de natifs. Et voilà, et ça s'est réduit donc il y a environ 1 an et puis est totalement arrêté sans supprimer les comptes évidemment, ce que je vais préciser tout à l'heure pour éviter le cyber-squatting de la marque bien sûr. Donc est-ce que justement pour vous quitter X, c'est laisser Elon Musk et ses partisans dans un entre-soi sur ce réseau et laisser finalement place à la désinformation, laisser la désinformation prendre le dessus? Si je peux me permettre, de toute manière, qu'on soit là ou pas, elle a déjà pris le dessus. C'est un modèle économique, la désinformation. C'est de l'amplification. RSF, c'est un gros compte Twitter. Je ne me rappelle plus exactement de combien de milliers d'abonnés, mais c'est assez important. On n'a quasiment plus aucun reach, alors qu'on a un compte certifié qu'on n'a jamais demandé. Un jour on s'est réveillé, on a vu qu'on était certifié. Mais en fait aujourd'hui de toute manière, le journalisme est invisibilisé. Vous allez avoir quelques médias qui vont tirer leur épingle du jeu, alors peut-être parce qu'ils sont des tech et un peu pure pierre, mais dans l'ensemble, le mode de diffusion du journalisme, c'est-à-dire aussi les médias diffusent énormément de liens, il y a beaucoup, c'est des fils, ça marche plus comme un flux RSS finalement. Et la nature des contenus, la nature des interactions qu'il y a avec, et la concurrence avec des contenus qui sont clivants, polarisants, les contenus de propagande, font que de toute manière, le journalisme est invisibilisé, et que on sait
qu'il n'est même plus le bienvenu. Parce que ça a été longtemps le cas, il y avait souvent des discours ambigus, Twitter et d'autres plateformes, sur le rapport aux journalistes et aux médias qui sont bienvenus, parce qu'en effet, un réseau social, vous avez besoin de gens qui produisent du contenu, et quand vous lancez un réseau social, des industries qui produisent du contenu en masse et de manière quotidienne, il n'y en a pas énormément. Donc en fait, vous comptez beaucoup sur les médias, et une fois qu'ils ont créé la valeur, vous les dégagez. C'est un grand classique. Donc en fait, la désinformation, si vous voulez, moi je comprends tout à fait et je respecte totalement les journalistes. Moi j'ai certains copains qui sont fact-checkers, qui font du debunk. Moi, à titre personnel, j'ai pas supprimé mon compte parce que de toute façon, mon sujet principal c'est Elon Musk, donc je suis un petit peu obligé de rester pour savoir ce qu'il dit. Mais qui reste pour dire non, mais en fait, on lâche pas, c'est tout à fait méritant et c'est l'honneur du journalisme. Mais ils ne sont absolument pas dupes sur le fait qu'ils ne vont pas gagner. C'est impossible. Vous ne pouvez pas gagner une partie contre quelqu'un qui change les règles comme il veut. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, la question de savoir est-ce qu'on doit rester pour donner des contenus de qualité, de toute manière, les contenus de qualité n'attendront probablement jamais leur public. Donc, rester, pourquoi pas. Honnêtement, dans tous les cas, partir ou rester, je trouve qu'il y a un symbole qui est extrêmement fort. Et quand je parle de symbole, je parle vraiment pas de quelque chose de dérisoire, je parle de quelque chose qui peut se transformer politiquement. Mais aujourd'hui, la désinformation, elle prospère pour des raisons économiques, politiques, et pour des raisons de fonctionnement des plateformes. Il ne faut pas juste des utilisateurs vertueux pour faire une plateforme vertueuse. Il faut aussi des règles du jeu, des institutions, qui en fait permettent de garantir la libre circulation, l'accès à l'information, et de faire en sorte de protéger les journalistes. Peut-être pour rebondir, c'est vrai que voilà, la position de la Nouvelle République, je vois que l'édito dedans est diffusé, justement c'était un peu ça, c'est que, comme vient de le dire Vincent, on n'est pas dupes, enfin on sait que c'est une bataille perdue d'avance, dans le sens où nous, en plus, médias local, voilà, on n'a pas l'envergure d'un média national, on en a pleinement conscience. Mais c'est pour ça que c'est plus dans une idée, quand je vous disais tout à l'heure, philosophique, c'est plutôt symbolique en fait. Un acte de résistance, un peu pour dire, voilà, les fondamentaux, l'essentiel de notre métier, l'essence même, en fait, c'est informer. Et c'est-à-dire que peu importe les difficultés, les obstacles en face, voilà, nous, on continue de faire notre métier. Si ça touche qu'une personne sur 1000, ça sera une personne sur 1000. Mais nous, on ne voulait pas se couper aussi de lecteurs qui ne sont, pour certains, que sur X. En France, je crois que ça représente 10 millions d'utilisateurs, à peu près, français. Voilà, enfin, c'est des personnes, on ne veut pas encore complètement abandonner et leur lâcher la main. Enfin, on est là aussi pour amener une information. Nous, on continue de faire notre travail. Et voilà, après, comme on le dit depuis tout à l'heure, X, c'est pas un vecteur. Enfin voilà, on pourrait s'en passer, honnêtement. C'est vraiment un choix qu'on fait de rester pour des valeurs journalistiques. Après, on verra comment ça évolue. Il faudrait aussi qu'il y ait une vraie vague de départ peut-être plus importante pour qu'il y ait un vrai débat qui s'installe, que les institutions montrent un petit peu aussi la marche à suivre. Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire de voir des institutions françaises qui représentent l'État, etc., passer par ces moyens de communication-là aussi. Finalement, c'est un peu une contrainte aussi pour nous. Finalement, on n'a pas vraiment le choix de où aller trouver l'information. Donc tant qu'eux aussi n'auront pas fait cette migration, si je puis dire, vers peut-être des réseaux sociaux un peu différents, peut-être plus vertueux, c'est aussi la question va se poser, est-ce qu'il en reste. Mais voilà aussi, je pense que nous, tout seuls, on ne peut pas le faire. Je ne sais plus où j'ai lu l'autre fois de dire qu'un arbre hors d'une forêt, voilà, c'est un peu compliqué d'exister. Donc nous, notre métier, l'information, on va là où elle est. Et donc pour l'instant, oui, c'est vrai que X, on ne peut pas nier que c'est là, qu'il y a des choses qui s'y passent et complètement fermer les yeux. Les propos de Vincent ont fait beaucoup écho avec le communiqué que l'on a fait lorsqu'on a décidé de quitter X, notamment sur cette question des règles ont changé. Donc c'est vrai qu'auparavant, on avait un positionnement, comment je pourrais dire, un petit peu, on va essayer de, toute proportion gardée, de changer les règles de l'intérieur, c'est-à-dire être présent pour essayer justement d'apporter l'information vérifiée et mener ce combat de l'information, en fait, finalement. Ce qui était envisageable auparavant et l'est beaucoup moins aujourd'hui pour toutes les raisons évoquées par Vincent concernant l'algorithme, concernant
la visibilité réduite désormais des comptes non payants, la facilité avec laquelle on peut mettre en avant des contenus dès lors que l'on paye, cette confusion en plus engendrée par les macarons bleus, anciennement les macarons de certification de sources de qualité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui tout est beaucoup plus difficile et finalement est-ce que c'était un jeu qu'il valait la peine de continuer à jouer ou est-ce qu'il fallait finalement tirer une sonnette d'alarme et espérer déclencher quelque chose avec humilité. Nous en tout cas nous nous sommes dit que rester n'apporterait pas grand-chose de plus que l'information que l'on faisait, elle existait déjà sur nos propres supports, sur nos sites, et que de toute façon, se remettre dans les mains d'une société privée externe aux règles qui peuvent changer comme ça, c'est délicat. La question se pose pour Twitter, enfin s'est posée pour Twitter, elle se posera sur l'ensemble des réseaux s'il y a des problématiques qui sont similaires. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quand même délicat. C'est Fébé, je crois, qui parlait des institutions, et effectivement se dire par exemple que des institutions publiques communiquent uniquement via une société, via un outil développé par une société privée étrangère, c'est un peu ubuesque en fait. Les réseaux sociaux ont pris une telle importance aujourd'hui qu'il faudrait aussi pouvoir justement leur redonner un cadre plus réaliste, et ce faisant, le départ de plusieurs médias, de plusieurs journalistes, de plusieurs figures importantes serait quelque part souhaitable pour qu'on puisse apporter une forme de régulation. On sait très bien que tant que les médias restent, les politiques resteront, tant que les politiques resteront, les communicants resteront. Enfin, voilà, chacun attend que l'autre parte. Mais si personne ne part, tout restera de la même manière et avec les conséquences néfastes, le cauchemar qu'évoquait Vincent précédemment. Donc nous, on a préféré se dire, effectivement, faisons un premier pas et espérons simplement que nous ne soyons pas les seuls. Excusez-moi, l'appel s'est coupé. Je suis en train de rappeler. Oui, tu es en train de m'appeler, Juliette. Pardon. Excusez-moi. Est-ce que vous nous entendez à nouveau? Ok, super. Désolée, l'appel s'est coupé. Donc justement, j'avais une question pour vous. Donc, vous êtes le premier journal français à avoir quitté X. Comment s'est prise cette décision? Est-ce qu'il y a eu des longues discussions et est-ce que c'était une décision facile à prendre? Est-ce que c'était une décision facile à prendre? Je ne pense pas. Comme on l'a dit, c'est une décision avec des conséquences importantes pour plein de raisons. Alors en tout cas, c'était une discussion qu'on avait très régulièrement. C'est-à-dire que pour les raisons que j'évoquais, pour essayer d'apporter de l'information sur un territoire de désinformation, pour mener ce combat, on avait le souhait de rester. C'était pour cela que l'on était encore présent sur la plateforme durant tout ce temps. Mais c'était une discussion qu'on avait très régulièrement à peser le pour, le contre. Et finalement, il y a toujours un petit peu de pour, toujours un petit peu de contre. À un moment, la balance a penché. Je crois que c'est une image d'ailleurs qu'a utilisé le Guardian quand ils sont partis. La somme des inconvénients dépassait maintenant la somme des avantages. C'est à peu près la même chose, je pense, qui s'est passé pour nous. Donc, il y a un jour où on s'est tous réunis, le directoire, la rédaction en chef, pour discuter. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Et là, on s'est dit, oui, cette fois, finalement, allons-y en fait. Ça ne changera pas, ça n'ira pas de mieux en mieux. Donc, arrêtons les frais maintenant. Donc voilà, c'était une discussion qui était très récurrente et depuis plus d'un an en fait, qu'on avait assez régulièrement. Et est-ce que du coup, depuis que Ouest France a quitté X, est-ce que vous avez eu des conséquences en termes de chiffres? Vous parliez du fait que finalement X n'apportait pas tant d'audience que ça, mais au niveau des vues, sur les articles, etc. Non, absolument pas. Les questions d'audience, l'audience en plus sur X, donc il faut savoir qu'il y a l'audience
native, donc celle qui va être produite par nos propres publications, et aussi une grosse partie de l'audience qui va naître autour des partages. Donc on n'interdit pas les gens de partager nos articles sur X, évidemment. Mais du coup, ça représente vraiment pas... Enfin, c'est invisible, en fait, finalement, ce changement, tellement l'algorithme a aussi détruit la visibilité des médias de manière générale. Alors, on parle de X en l'occurrence, mais c'est aussi le cas sur d'autres réseaux. Je parle par exemple de Facebook, enfin, c'est pas le sujet, mais Facebook a eu aussi la même volonté de mettre un peu moins en avant les médias depuis quelques années. Il est fort à parier qu'avec les décisions récentes prises par Mark Zuckerberg, ça puisse accélérer et opérer en fait une évolution similaire à celle de Twitter. C'est-à-dire une sorte de mort lente en fait finalement de la visibilité des médias. Et donc, pour vous, est-ce que Blue Sky, je m'adresse un peu finalement à tous les invités, mais je sais que Westmont c'est déjà sur Blue Sky, est une bonne alternative à X, et quelles sont les différences entre les deux? Je sais pas qui peut en premier. Alors là, je vais m'exprimer plutôt à titre personnel, puisque pour l'instant, l'entreprise, la Nouvelle République, a créé un compte Blue Sky, mais pour l'instant, il n'est pas encore activé, il n'y a pas encore de production. C'est en cours de réflexion. En fait, c'est d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire que nos articles, on les partage. Il y a un outil qui s'appelle Nonly. Ça permet en fait d'avoir des partages automatisés, et pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'avoir Blue Sky en fait. Parmi les réseaux sociaux, on a tous ceux de Meta, Facebook, Instagram et puis donc X. Et pour l'instant, Blue Sky, mais ça ne l'est pas encore. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait tout faire manuellement et revenir à l'ancienne au début. Donc voilà, ça c'est en cours de réflexion. Moi, à titre personnel, comme quelques collègues, j'ai migré vers Blue Sky au moment de l'élection de Donald Trump, pour plein de questions idéologiques. Je pense que ça nous a posé beaucoup de problèmes à de nombreux professionnels de dire qu'on contribue à ça. Encore une fois, l'idée c'est toujours, est-ce qu'on reste par rapport, on lutte contre la désinformation, et d'un autre côté on se sent complice en fait de contribuer à un modèle économique, puisque en étant présent, en ayant de l'activité, c'est autant d'argent qui va dans la poche de Musk, quoi. Donc voilà, à titre personnel, moi j'ai fait le changement assez vite. Je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué parce qu'il faut repartir de zéro. Moi, en plus, encore une fois, journaliste local, donc ça veut dire que bon, en Indre-et-Loire, des lecteurs d'Indre-et-Loire sur Blue Sky, bon, je pense que ça doit être encore une proportion plus petite, donc on part d'un peu plus loin, mais je pense que c'est une démarche à faire. Quand ça a commencé, Twitter, honnêtement, je me rappelle que c'était ça. Enfin, on le construit aussi, un réseau social, ça tombe pas du ciel. Donc je pense que voilà, c'est par petits pas. Je suis assez d'accord justement avec Lou et Vincent de dire qu'aussi, il faut faire la démarche de partir pour que les autres suivent, parce que sinon on va se regarder dans les yeux un bon moment et rien n'a changé. Donc c'est aussi à nous de faire cette démarche-là. Donc tant pis. Honnêtement, je pense qu'on est beaucoup de professionnels à se moquer des questions de nombre d'abonnés, etc. Ça, j'ai pu entendre aussi dans les remarques, de dire que certains ne voulaient pas partir pour ne pas perdre sa base d'abonnés, etc. C'est pas la question. Encore une fois, c'est le partage de l'information. C'est-à-dire que s'il y a personne, si on partage mais que derrière il n'y a personne, il n'y a pas grand intérêt. Mais le but, c'est que voilà, ça se propage, que ça puisse communiquer. Donc c'est le seul regret pour l'instant, c'est que pour l'instant c'est un peu un bébé réseau social Blue Sky. On n'est pas très nombreux, on retombe un peu dans l'entre-soi de journalistes, beaucoup d'avocats, moi forcément par rapport à Marine Brick. Mais voilà, par exemple, il n'y a pas beaucoup de procureurs encore sur Blue Sky. Donc voilà, pour l'instant j'utilise le moyen de partage pour qu'au moins les articles commencent à vivre un petit peu sur Blue Sky. Mais voilà, c'est à toute petite échelle pour l'instant. Blue Sky, c'est intéressant. Moi, je me suis recréé un compte à l'élection de Donald Trump parce que j'avais complètement perdu les identifiants de celui que j'avais avant. C'est intéressant, mais l'idée de on va retrouver une terre promise, j'y crois pas du tout. Moi, j'ai plus remigré sur LinkedIn, pour être franc. En fait, LinkedIn, ça fait déjà quasiment un an que c'est devenu mon réseau social principal, ce qui est très très drôle parce que quand j'étais étudiant, c'était ma blague préférée, de dire que mon réseau social préféré c'était LinkedIn, et maintenant c'est vrai. Blue Sky, moi j'ai un gros problème, c'est que concrètement c'est un réseau social décentralisé. Ce que ça veut dire, et moi je ne suis pas du tout contre le logiciel libre, bien au contraire, je viens un peu de cette culture, mais ça veut dire que concrètement Blue Sky c'est à la fois un logiciel et la capacité laissée à certains individus d'héberger un serveur qui se connecte à l'ensemble du réseau.
Et chaque individu devient en fait de facto responsable de l'ensemble des comptes et des messages qui sont sur son serveur. Aujourd'hui, on n'a aucun cadre juridique pour gérer ça. Aucun. C'est-à-dire que concrètement, la responsabilité de quelqu'un qui héberge un serveur, parce que ça veut dire qu'il a accès à tous vos messages privés. Vous ne savez pas qui c'est, potentiellement. Pour la quadrature du net, vous pouvez dire, bon, c'est des hackers libertaires, je leur fais confiance, mais en fait, vous faites confiance, c'est tout. Aujourd'hui, on voit très bien que nous, d'un point de vue régulation, on a en Europe des lois qui ont été vantées comme les plus fortes du monde. Elon Musk l'aurait rentré dedans comme dans du beurre. Aucune loi n'a pu empêcher Elon Musk de faire ce qu'il voulait sur Twitter. Et pourtant, c'est des lois qui, c'est vrai, selon les standards actuels de régulation des réseaux sociaux, sont drastiques. Elles sont insuffisantes de notre point de vue, parce qu'elles protègent assez peu la liberté de la presse et luttent faiblement contre la désinformation, mais ce sont des lois qui impliquent une amende à 6% de votre chiffre d'affaires mondial. La seule chose qu'il y a contre X pour l'instant, c'est une enquête qui a été ouverte en décembre 2023. Elon Musk ne m'a pas l'air d'être un homme qui est effrayé par des enquêtes à rallonge. Donc pour revenir à Blue Sky, aujourd'hui, la question de savoir où on va aller, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va être une oasis d'information, la question n'est plus là. La question c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de cadre légal et qu'en fait tous ces cris de panique qu'on a eu de manière tout à fait légitime quand Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, quand Mark Zuckerberg a annoncé changer la stratégie de Meta, c'est des questions qu'on ne devrait pas se poser en fait dans un monde normal. Parce que c'est juste le patron qui change. Et quand des entreprises ont pris sur elles d'assurer un service qui est un service public, distribuer du contenu, avant c'était la Poste qui faisait ça. En fait, on ne devrait pas se demander, mais tiens, mais est-ce qu'il va transformer ça en arme ? Enfin, dans l'industrie automobile, quand le patron de Stellantis, il y en a qui change, personne ne se demande si soudainement il va se mettre à fabriquer des chars d'assaut pour ouvrir le feu sur la population. Parce qu'en fait, il y a des cadres. Aujourd'hui, ces gens peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas est-ce qu'on va fuir à chaque fois que vers un nouveau réseau social. Blue Sky, aujourd'hui, ils n'ont pas de modèle économique. À un moment donné, ils sont très 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 peu. Ça va finir par craquer, ils vont devoir gagner de l'argent, ils vont gagner de l'argent probablement en faisant de la pub, parce que c'est des gens qui viennent pas de nulle part, il y en a beaucoup qui viennent de Twitter, donc c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Et en général, quand vous mettez de la pub, c'est là que les ennuis commencent. Facebook, c'était très bien jusqu'à la pub. Et après, la pub, c'est très compliqué de faire un réseau social sans capter l'attention des gens en permanence. Donc en fait, l'enjeu, oui, venez sur Blue Sky, c'est très sympa, franchement, il y a une bonne ambiance. Mais ça ne va pas régler nos problèmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des plateformes, des entreprises qui sont rentrées dans nos espaces publics, qui en ont kidnappé une grande partie par des effets de réseau, qui aujourd'hui sont devenus incontournables dans l'accès et la distribution de l'information, et qu'il n'y a absolument rien pour encadrer ça. Ou du moins, rien de suffisant. Je vais revenir sur Blue Sky du coup par rapport à Ouest France. Ouest France y est présent depuis l'été 2023, donc ça fait vraiment un bon moment qu'on est présent sur Blue Sky et je vais en parler en tant qu'outil. Quelles sont les différences principales avec Twitter? Alors j'en voyais 3 de tête, mais j'en ai oublié une, mais c'est pas grave, déjà 2 c'est déjà pas mal, qui sont 2 différences qui sont très intéressantes à mon sens du point de vue de l'outil. C'est que déjà le flux tel qu'il est présenté de base est un flux antichronologique. Donc c'est comme le vieux Twitter si je peux dire, c'est-à-dire que c'est simplement la dernière information de vos followers qui va être mise en avant. Donc ce n'est pas une information qui va être traitée par un algorithme, le biais algorithmique est beaucoup plus faible. C'est vraiment, vous voyez tout dans le sens inverse de la publication, donc du plus frais au plus ancien. Donc ça permet déjà d'avoir une hiérarchie, une absence de hiérarchie finalement liée à l'interaction entre les publications, ce qui est quand même assez important vu comme on sait que le propos polémique, etc., tout ça va générer l'interaction et va crisper, etc. Donc ça c'est déjà une première sécurité. L'autre sécurité que je vois et qui est extrêmement intéressante, c'est les outils de modération, tout simplement sur Blue Sky. Sur Blue Sky, quand on bloque quelqu'un, il faut savoir que tous les messages qui vous ont envoyés ne sont pas supprimés, mais en tout cas, ils disparaissent. Tous les liens logiques avec les messages qui vous ont été envoyés disparaissent totalement.
Donc si quelqu'un a décidé d'utiliser une de vos publications, par exemple comme mule, pour faire passer des informations, d'autres informations, parce que vous avez fait une publication qui est très visible, avec beaucoup de partages, et il essaie de rebalancer sur un autre sujet, ou d'avoir des propos qui sont orduriers, ou etc. Si vous bloquez la personne, ce message n'est plus visible à partir de votre publication. Et ça, c'est une garantie très importante qui, en fait, empêche d'être utilisée à son insu et qui permet vraiment de silencier les trolls, les agresseurs, etc. Et ça, c'est quand même une différence fondamentale qui, pour moi, est une bonne garantie. Mais encore une fois, je parle de l'outil tel qu'il est représenté à l'instant T. Parce qu'exactement comme dit Vincent, les règles peuvent changer, etc. Et ce qui se pose une fois pour X pourra se reposer pour d'autres services. Mais à date, je considère que les outils conférés par Blue Sky permettent d'assurer une modération. Au-delà de l'outil, ce qu'il faut aussi, c'est évidemment avoir une charte. Ouest France est doté d'une charte pour toutes les interactions avec les lecteurs, qui est utilisée sur l'ensemble de nos réseaux, et tous les messages qui contreviennent à cette charte sont supprimés d'une manière ou d'une autre. Blue Sky, en fait, permet en quelque sorte de supprimer la visibilité des messages, pas les messages en tant que tels, mais la visibilité, et c'est déjà un changement majeur par rapport à Twitter. Super. Et du coup, à vos yeux, est-ce que aujourd'hui c'est encore une possibilité de s'informer sur X ou pas? Je pense que si on identifie des sources dont on sait qu'elles s'expriment sur X, oui, c'est ce qu'on se disait avec les institutions, Elon Musk. Moi, l'activité juste d'ouvrir son fil pour voir un petit peu, prendre la température, voir ce qui s'est dit en fait, ce qui se passe, quoi. Comme le disait Twitter avant, ça aujourd'hui, ça me semble plus du tout faisable, même d'un point de vue purement technique. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai principalement des vidéos sur des sujets qui sont soit apocalyptiques, soit complètement bénins. Et absolument pas ce que je pouvais voir avant sur tout simplement l'actualité, voir ce qui se passe. Moi, avant, quand j'allais au boulot, j'ouvrais Twitter et je faisais ma veille. Et maintenant, j'ouvre des newsletters. Donc, pour moi, le fait d'accéder à une information, on va dire, là je parle de veille, n'est plus faisable. Alors, en tant que citoyen, juste pour voir, si on n'a que Twitter comme moyen de s'informer, je pense que c'est une vraie menace, c'est là qu'il y a un vrai danger. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas prétendre que des citoyens sont en mesure d'avoir les outils pour se forger une opinion sur leur environnement. Juste avec Twitter, en tout cas. Pareil, je vais répondre aussi à mon niveau, c'est-à-dire que nous, notre façon de travailler à la Nouvelle République pour l'Indre-et-Loire, je ne parlerai pas au nom de mes confrères et mes consoeurs dans les autres départements, je ne sais pas quelle est la situation vis-à-vis d'X pour eux. Nous, en tout cas, en Indre-et-Loire, on a quand même beaucoup d'informations encore aujourd'hui qui passent par X. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma rubrique police-justice, j'ai encore des alertes, par exemple, sur l'autoroute A85, la 10. Dès qu'il y a un accident, en temps réel, je suis prévenue, je peux réagir. Ça permet une réactivité. De même, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Fil Bleu, pareil. Dès que le tram est en panne, que les pompiers interviennent ou quoi, il y a un tweet dans l'instant. Donc encore une fois, on revient à la question des institutions, des entreprises, des sociétés qui passent encore par X pour communiquer. Je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera dans une semaine ou dans un mois si ces personnes-là choisiront d'autres modes de communication. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça permet une instantanéité qu'on n'a pas ailleurs. C'est-à-dire que là, les personnes dont je vous parle, ce n'est pas des informations qu'elles vont communiquer sur Facebook. Donc je ne peux pas dire, à la place d'aller sur X, c'est pas grave, j'ai trouvé l'équivalent sur Facebook. Pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour les deux exemples que je viens de citer. Après, il y a quand même une évolution possible. Je sais que, par exemple, les sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire, pendant longtemps, ont utilisé X pour nous communiquer les accidents, les incendies, les choses en temps réel. Eux, ils sont partis il y a longtemps. Donc c'est possible, en fait. Il y a des alternatives qui existent, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, X, oui, ça reste un outil d'information dont j'ai besoin et dont je ne peux pas me passer. Même je pense à la préfecture, enfin voilà, vraiment des institutions incontournables sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux.
Alors après, oui, la question se pose de dire, nous, médias locaux, on quitte la plateforme et on ne relaie plus ces informations-là. Est-ce qu'ils vont réaliser qu'il va falloir mettre en place d'autres vecteurs d'information aussi? Puisque à l'échelle locale, je pense qu'en principaux interlocuteurs, eux, ça les intéresse quand même qu'on soit informés. Donc voilà, il y a peut-être aussi une réflexion et un dialogue à mettre en place aussi au niveau local, plus ou moins grande échelle avec eux, pour aussi avoir cette réflexion. Non, je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire ma consoeur, je souscris entièrement, juste pour simplifier, de mon point de vue, est-ce que c'est encore possible de s'informer sur Twitter? Disons qu'il y a beaucoup de frictions en fait, qui se sont créées au fur et à mesure du temps. Je parlais d'algorithmes notamment par exemple. Le fait que maintenant il faut vraiment en fait, passer par les listes, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ce que proposait Twitter à un moment, c'était de s'informer facilement, rapidement. J'ouvrais l'application, je regardais le fil vite fait et je pouvais trouver des infos pertinentes. Aujourd'hui, il faut ouvrir, il faut éviter le pour vous et passer vraiment dans le flux de nos abonnés pour être sûr de ne pas être pollué au final. Il faut surfer aussi entre les publicités, etc. Donc c'est plein de petites frictions qui se sont créées petit à petit, qui fait que l'expérience, dans tous les cas, est beaucoup moins évidente qu'avant et peut-être aussi moins naturelle. Peut-être aussi parce que les gens n'avaient pas spécialement envie de ça au final. Toujours est-il que ce n'est plus une source évidente d'informations par rapport à avant. Je crois que vous allez devoir bientôt nous quitter, Lou. Mais si jamais certains de mes camarades ont des questions, notamment pour Lou, c'est le moment. J'ai encore 10-20 minutes. D'accord, ok, super. Parce que... Très bien. Et du coup, la question qui vient finalement, c'est comment se traduit pour vous la désinformation sur X à l'heure actuelle? Déjà, il faut arriver à la repérer, à plus ou moins grande échelle. Il y a des choses qui sont assez évidentes. Je sais que nous, ce qui est compliqué, c'est surtout ce qui est en lien avec les images. Alors, ça va au-delà de X, mais c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. De plus en plus, on va avoir une vraie question à se poser quant aux images, aux vidéos, etc. Systématiquement, de se demander si c'est réel. Pour l'instant, la technologie fait qu'on a encore des petits indices pour nous mettre la puce à l'oreille et dire qu'il y a des trucs qui ne vont pas et se questionner. N'empêche que déjà depuis quelques années, ça devient de plus en plus compliqué quand même de démêler le vrai du faux. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de médias qui ont créé des fact-checkers. C'est qu'il y a cette nécessité maintenant indispensable de devoir tout vérifier, même les choses un petit peu anodines. C'est vrai que c'est tentant de voir des histoires un peu extraordinaires et de se précipiter. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, surtout si ça vient de X, on va prendre énormément de précautions, on ne va pas se précipiter. Et il va y avoir un vrai travail, le travail de journaliste, on est quand même là pour ça, vraiment l'essence du métier, c'est de la vérification, corroborer, du contradictoire, recouper les informations, enfin voilà. Donc on revient à l'essentiel. Mais c'est vrai que X, ça devient compliqué pour ça, c'est-à-dire que c'est un tel flux d'informations en permanence, ça n'arrête jamais. Quand on parlait sans cesse là, du fil Twitter, c'est vrai que c'est vraiment une poubelle. On a du contenu qu'on ne demande pas du tout à voir et dont on se passerait bien et qui vient à nous en fait, de manière assez spontanée. Et c'est vrai que voilà, il y a des événements au niveau national. Moi je sais que Police Justice, voilà, on est très vigilants quand il se passe des choses, même en dehors de l'Indre-et-Loire, puisque ça peut quand même nous concerner, il y a des rebonds possibles, etc. Et c'est facile en fait de s'emballer sur des questions justement de police justice, puisque nous on a cette nécessité en fait de réactivité où on a besoin d'aller quand même assez vite dans l'information. Mais voilà, encore une fois, X, je suis pas sûre que, en tout cas, ça doit être le seul, loin de là, outil d'information. C'est-à-dire qu'on voit ça passer sur X, tout de suite, il faut vérifier ailleurs, quoi. Il ne faut pas passer uniquement sur X, il faut prendre avec énormément de pincettes. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, alors il y a la désinformation, il y a la malinformation aussi. Je pense à un type de compte qu'on a vu fleurir pendant quelques années, qui sont toujours très actifs aujourd'hui. C'est vraiment les comptes concentrés sur... on va reprendre en fait de l'information qui existe à droite à gauche, on va pas créditer les sources, et puis on va en tirer un petit peu ce qu'on peut. On va effacer certains contextes, on va mettre certaines choses plus en avant. Donc on va créer des biais en fait finalement qui sont
facilement. C'est très facile de créer un biais quand vous n'avez que 240 caractères pour résumer quelque chose. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une partie, je pense, qui est assez problématique et symptomatique de la consommation de l'information sur Twitter X, qui rappelle celle d'un flux, en fait, finalement, comme l'a dit plus tôt Vincent. Et cette question du flux, personne n'est informé en lisant un flux RSS. Lire un flux RSS, ce n'est pas s'informer. Lire un titre de journal, ce n'est pas s'informer. S'arrêter juste au titre, c'est risquer de perdre certaines nuances qui sont importantes. Et ce type de compte peut contribuer, parfois involontairement, mais parfois volontairement, à dessein, à créer certains phénomènes, certaines craintes, etc. Donc ça fait aussi partie, je pense, du problème. Et très rapidement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on parle beaucoup des IA génératives depuis quelques années. Évidemment, il y a des questions qui se posent là aussi, avec des informations, certes, je pense à des photos drôles, type le pape avec son espèce d'anorak improbable qui avait fait le tour de X comme une traînée de poudre, qui n'était pas, une information en soi qui ne portait atteinte à rien du tout, mais qui c'est le genre d'information qui peut circuler, de fausses informations, de fausses images qui peuvent circuler et qui sembleront crédibles, en fait, tout simplement. Il y a évidemment une méfiance sur ce sujet, sans pour autant dire que l'IA est une terreur, mais il y a évidemment des points de vigilance à avoir sur le sujet. Oui, la désinformation sur X, c'est quelque chose qui a plusieurs visages. Juste pour recentrer un peu, pour rappeler vraiment de quoi on parle quand RSF parle de désinformation, parce que c'est un terme qui peut parfois avoir d'autres sens chez d'autres analystes. Nous, ce qu'on considère comme la désinformation, c'est pas juste un mensonge, c'est pas une fake news, c'est une stratégie qui est menée par des acteurs, privés ou publics, dans le but de déstabiliser ou de manipuler une partie de l'opinion. C'est pas que la propagande intègre des stratégies de désinformation, mais il y en a d'autres, mais c'est pas une fake news. C'est pas un mensonge, parce que tout le monde peut mentir et tout le monde peut se tromper aussi. Et ça, pour le coup, on rentre vraiment dans la liberté d'expression. Donc, la désinformation sur X, ça a été, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais en fait, le fait de transformer les macarons bleus, c'est-à-dire les badges bleus, qui à la base étaient censés protéger l'identité des personnalités publiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous donnait droit à rien, à part juste de dire que le nom que vous attribuez publiquement correspond bien à votre état civil. Ça a été pour éviter qu'il y ait des usurpations d'identité. Ça marchait aussi pour les médias. Est devenu en fait un abonnement qui vous donne le droit d'être plus visible que les autres. Donc à partir de là, si vous voulez, déjà que les réseaux sociaux étaient extrêmement perméables aux désinformations à cause du modèle publicitaire des publications polarisantes, là en fait il n'y avait plus besoin que de payer pour désinformer. Ce qui était déjà plus ou moins le cas avec les publicités, mais là c'était encore plus simple. Il suffisait de s'abonner, vous pouvez créer un compte à n'importe quel nom, et après la désinformation, souvent elle trouve ses racines en dehors du réseau, puisqu'en fait c'est de la politique, c'est des équipes qui sont formées, etc. On parle des deepfakes. Aujourd'hui, X met à votre disposition une IA qui s'appelle Grok, qui est l'outil de deepfake le plus perfectionné et facile d'accès que je connaisse, les deux à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez créer des images photoréalistes de n'importe quelle personnalité publique. Et du coup, X est devenu le réseau social du deepfake. Alors après, il y a de deepfake, pareil. Il y a des gens qui font ça pour des raisons humoristiques, pour des raisons satiriques, pour des raisons critiques. Tout un tas de sujets sur le deepfake, on ne va pas rentrer là-dedans, ça serait bien trop long. Mais le fait qu'en soi, vous avez une plateforme qui vous met déjà à disposition 2 outils de désinformation, dont un gratuitement et l'autre pour 8 € par mois, c'est quand même inquiétant. Troisième visage de la désinformation, c'est son propre propriétaire, qui, de ce qu'on en sait, aurait demandé à des ingénieurs d'être le compte le plus visible sur son propre réseau, qui assume lui-même dans des interactions avec des utilisateurs en fait, de faire ce qu'il veut parce que c'est à lui. Il y a 2 jours, c'était avec Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui a bloqué Elon Musk parce qu'il en a marre, parce que enfin, c'est un comportement de harceleur de collège. Hein. Donc vraiment, il le traite de petite fille, enfin c'est n'importe quoi.
Donc Justin Trudeau l'a bloqué parce que ça suffit, et la réaction d'Elon Musk a été Justin, en fait ce réseau m'appartient. Donc en fait tu peux pas me bloquer, je vais te harceler. C'était limite ça, quoi. Et une étude de je ne sais plus quel média avait rapporté que dans le cadre de la campagne de Donald Trump, Elon Musk avait rapporté lui-même mais plus d'une quarantaine de fausses informations dont on pouvait légitimement douter qu'il ignorait qu'elles étaient fausses. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui est parti une fuite en avant. Enfin, je ne veux pas interpréter non plus sa psyché, on reste des journalistes, on fait avec ce qu'on a, et malheureusement, on n'a pas son... Enfin, malheureusement, je sais pas. Enfin, bref, on n'a pas accès à sa tête, en tout cas. Il a mis, il donne des outils pour les désinformateurs, les propagandistes. Il est lui-même un relais de désinformation extrêmement important. Et ça, aujourd'hui, c'est ça la vie sur X aujourd'hui. Et donc, si en plus on rajoute le nombre de faux comptes, le fait que nous, par exemple, on a été victime d'une campagne de désinformation avec des fausses vidéos qui ont attribué un faux reportage de la BBC qui attribue à RSF une enquête sur les soldats ukrainiens nazis, qui ont fini par être reprises par des ambassades de Russie dans divers pays. On a signalé en masse, parce qu'on a vu ces vidéos, et Twitter a fini par nous répondre que ça ne posait pas de problème par rapport à leurs conditions d'utilisation. Donc il y a aussi un laisser-faire qui est total, parce qu'on a publié une enquête, c'est le desk investigation de Reporters sans frontières qui a publié une enquête sur ces vidéos. Il a publié l'enquête, il leur a envoyé avec la démonstration et tous les éléments pour dire c'est factuellement faux, une usurpation d'identité. Des influenceurs avec des coches bleues avaient relayé, et Twitter dit non, il n'y a aucun problème. Donc on a porté plainte. On a contribué à une enquête de la Commission européenne pour bien expliquer, apporter les preuves que voilà, en fait, face à la désinformation, Twitter n'a pas réagi et que politiquement, la plateforme s'est rendue complice. Mais aujourd'hui, c'est la politique normale sur ce réseau social. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi RSF a porté plainte contre X exactement? Alors on a porté plainte contre X parce que il fallait attirer l'attention. Il fallait dire maintenant ça suffit. En fait on a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec notre image d'ONG et de médias, on a la double casquette, qui peuvent nous manipuler, qui peuvent après être blanchis par des officines du Kremlin. Et nous, en fait, on se retrouve impliqués dans une guerre d'influence entre nations, alors que notre boulot, c'est de documenter la liberté de la presse. Et normalement, on est censé avoir un cadre. Enfin, dans la vraie vie, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Enfin, quand vous faites usurper votre identité, ça peut être très long de récupérer la jouissance des droits qui ont été bloqués, mais en fait, votre identité a été usurpée, il y a des procédures, ça existe. Là, vous faites la démonstration par A plus B que quelqu'un a usurpé votre identité, et on vous répond non. Ça n'a aucun sens. On a porté plainte donc, pour diffusion de fausses informations. Pour d'autres chefs dont je ne me rappelle plus, et vu que je ne suis pas juriste, je ne vais pas écorcher le travail de mes collègues. L'idée, c'est de dire, bon, en fait, X se rend complice, ouvertement complice. Parce que ils ne peuvent pas ne pas savoir, on leur a envoyé pléthore de mails. On a reçu principalement des réponses automatisées. Avant, on avait des contacts, nous, directement, mais en fait, maintenant, tout le monde est parti, ou tout le monde s'est fait virer. Donc, il n'y a plus grand monde. Et aujourd'hui, on est sur une plateforme qui n'est pas capable d'assurer un usage sécurisé en fait, de l'accès à l'information. Donc c'est pour ça qu'on a porté plainte, pour dire qu'il y avait aussi des voies qui existaient. Nous, on essaie de les activer. On a porté plainte en France. Mais ça reste un travail énorme, juste de pouvoir explorer comment est-ce qu'on va porter plainte. Et justement, là on vient d'apprendre il y a 10 minutes que Libération suspendait ses actions sur X, donc un nouveau média qui quitte la plateforme. Et récemment, Mark Zuckerberg a aussi annoncé, donc mardi 7 janvier, modifier la politique de modération des contenus sur Facebook et Instagram. Donc les partenariats avec des médias pour vérifier des infos seront remplacés par un système de notes d'internautes inspiré par X. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Est-ce que West France va quitter les réseaux sociaux de Meta?
Pour Vincent Berthier et Phoebe Emergen, comment allez-vous adapter votre utilisation? Alors concernant Ouest France, du coup, ce sont des conversations que l'on commence à avoir, sachant qu'on distingue quand même, je parlais tout à l'heure d'outils, en l'état, Facebook permet quand même de s'outiller pour pouvoir avoir des, un fonctionnement correct sur nos propres pages. C'est-à-dire que nos propres pages ne sont pas vectrices. En tout cas, nous faisons l'effort de modération pour qu'elles ne soient pas vectrices effectivement d'idées qui sont contraires à nos valeurs. Ce que j'ai déploré sur X, Twitter, c'était l'absence d'outils et en tout cas la déperdition aussi des outils au fur et à mesure, leur absence d'efficacité. Ce qu'il n'y a pas pour l'instant sur Facebook. Donc la modération interne de Facebook, les CGU du coup, c'est une question, mais nous avons notre propre charte, notre propre ligne de modération que nous pouvons faire respecter, que nous avons les pouvoirs de faire respecter du coup sur nos propres pages. Donc c'est vrai que c'est déjà une première garantie qui fait une première différence entre Facebook et Twitter. Maintenant, il faut voir évidemment si ces outils viennent à disparaître, forcément, ça posera question. Là, ça voudra dire que Facebook nous forcerait finalement à accepter des commentaires avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur nos pages. C'est quand même peu probable, mais pas impossible. Et donc là, évidemment, nous prendrons les décisions qui s'imposeront à ce moment-là. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'inquiétude, surtout pour l'instant. Parce qu'on voit le virage qui est en train de s'opérer sur Meta, parce qu'il ne s'agit pas que de Facebook, on utilise aussi Instagram pour partager du contenu. Il faut savoir, tout le monde ne le sait pas parce que c'est un peu en coulisses et c'est un peu de tambouille interne, mais quand on partage des articles, il y a déjà un algorithme qui existe sur Facebook, c'est-à-dire qu'en fait on a des résultats à obtenir en cas de mauvais point, si je puis dire, par exemple un article qui va mal fonctionner, qui va être peu partagé, ou il ne va pas avoir d'interaction, tous les articles suivants en fait vont être moins partagés, moins vus, moins de visibilité. Donc déjà, il y a un jeu qui est imposé par Facebook là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager en réalité ce qu'on a envie, c'est-à-dire que même si un article nous paraît génial, qu'on a envie de le partager, on va avoir nos community managers qui vont dire ouais, enfin, le problème c'est qu'il risque de faire un mauvais score, tu vas entraîner tous les autres articles de la semaine avec toi, on va pas prendre le risque, donc celui-ci on va pas le partager. Donc ça c'est déjà une réalité, Facebook, c'est-à-dire qu'il faut déjà en fait composer avec cet algorithme-là. Donc ça c'est une chose. Ensuite, comme disait Lou, c'est vrai que Facebook, c'est pas Twitter. C'est-à-dire que nous, c'est un vecteur, par contre, de lecture, de visite sur le site, qui est quand même pas négligeable. Là, ça pose vraiment des questions d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, je connais pas beaucoup de gens, à part vraiment les fidèles, parmi les fidèles, qui vont directement sur l'application ou sur le site de l'ANR. C'est beaucoup de gens en fait, qui viennent lire nos contenus parce qu'ils les ont vus sur Facebook ou via d'autres réseaux sociaux. Et c'est vrai que Facebook reste quand même le principal vecteur là-dessus pour arriver jusqu'aux personnes. Encore une fois, là, par rapport à la modération, nous aussi, on a une entreprise en fait, qui est vigilante en fait, sur les échanges, les commentaires, les partages, etc. pour être sûr qu'il n'y a pas d'insultes ou de menaces, que ça reste dans le cadre de notre charte éthique également. Donc on a encore pour l'instant la main là-dessus, on verra aussi comment ça évolue. Et puis l'autre chose, quand je disais qu'on était inquiet, c'est que oui, on se pose aussi la question par rapport au partage de nos contenus. C'est-à-dire que moi j'ai appris rien qu'hier, en fait, il y avait un auteur que je suivais sur Facebook qui a fait une publication pour expliquer que ça y est, son compte allait être suspendu parce qu'il est auteur de romances sur des sujets LGBT. Ça ne correspond plus à la charte de Facebook et donc il va être bloqué. Il ne pourra plus partager son travail. Donc la question qui se pose, c'est nous aussi, médias d'information, quand on va traiter ces sujets-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que nos articles vont être bloqués, on ne va pas pouvoir les partager. Enfin voilà, il y a des questions. Pour l'instant, on avance un peu dans le brouillard, hein. On ne vous le cache pas, on découvre tout au jour le jour, ça va très vite. Et on ne sait pas trop où on va aussi. On se rend compte aussi de une certaine dépendance aussi à ces outils-là. Il faut le dire, il faut l'assumer aussi, c'est une réalité. On fait de l'information, mais il faut aussi un moyen pour que ça arrive jusqu'aux gens, et Facebook en fait partie. Oui, le cas de Facebook, enfin plus généralement de Meta, mais de Facebook en particulier, est assez intéressant parce que, en fait, si on prend une perspective très large à l'échelle internationale, Facebook, ça reste assez peu de trafic pour les médias.
Mais en fait, ces analyses ne prennent absolument pas en compte, en effet, la spécificité de la presse régionale. Moi, j'ai un peu travaillé à France Télévisions avant. Les pages les plus puissantes de France Télévisions, c'est les pages de France 3. Facebook, c'est une énorme plateforme pour faire en fait ce qu'on peut appeler de l'info de proximité. Et ça reste fondamental. Ce qui est très intéressant, c'est que Facebook, c'est aussi c'est une plateforme qui, on a retracé tout ça après les annonces de Mark Zuckerberg depuis au moins 2015, met méthodiquement en place des mesures pour baisser la visibilité des médias en général. Soit au début, c'était baisser la visibilité des pages, parce que les pages, en fait, c'est pour les entreprises, donc c'était pour qu'elles payent de la pub. Et après, c'est devenu, on va baisser la visibilité des sujets liés aux violences, à la politique, etc. Ce qui est un problème qu'on veut trouver sur d'autres plateformes. Hein. Il y a des... Je fais un petit détour, mais je connais beaucoup de gens qui essaient de travailler sur Snapchat. Snapchat, c'est un très gros réseau. C'est plus de followers que Twitter, hein, Snapchat. Mais essayer de publier des choses sur l'actualité et la géopolitique sur Snapchat, c'est une machine à censure. Il se peut qu'on se dirige vers ça sur Facebook. Aujourd'hui, il y a eu... aujourd'hui, on sait qu'il y a le retrait des fact-checkers aux États-Unis pour l'instant. On attend de voir ce qui va se passer en Europe, ça va très certainement venir, il ne faut pas se leurrer. Petite remarque de RSF, notre analyse là-dessus, on est quand même face à des gens qui sont d'un cynisme absolu. Pendant des années, en fait, pourquoi il y a des fact-checkers sur Meta? C'est parce qu'il y a eu l'élection de Donald Trump en 2016. Et qu'en fait, Facebook s'est fait reprocher d'avoir, ce qui était factuellement vrai, amplifié la désinformation qui aurait contribué à l'élection de Donald Trump. Moi, je ne m'engage pas là-dessus. L'effet entre la communication et le vote, c'est quelque chose de très très difficile. Et très très difficile à maîtriser. Pardon. Et pendant des années, ils nous ont dit, mais nous, on a une super solution contre la désinformation, c'est le fact-checking. On implique les journalistes, on n'a même pas besoin de changer notre algorithme, on fait juste vérifier par des journalistes. Il y a eu un amalgame qui a été fait entre journalistes et gardiens de la vérité, qui est toujours terriblement dangereux pour les journalistes, parce que les journalistes n'ont pas pour vocation à dire à tout le monde ce qu'ils doivent dire ou pas. C'est pas leur rôle, c'est pas notre rôle. On est là pour apporter des faits dans le débat public. Il y a eu un amalgame qui a été fait parce que les gens qui sont fact-checkés, en fait, généralement c'est ce qu'on appelait avant des conspires, des complotistes, sont des gens qui en fait sont en défiance avec l'autorité et les formes d'institutions. Donc en fait, quand vous leur dites un journaliste a fact-checké votre contenu, en fait c'est déjà des gens qui détestent les journalistes. Donc ça ne corrige pas leurs problèmes. Je ne dis pas que le fact-checking est complètement inutile, mais c'est juste que déjà il n'agit par définition qu'à l'échelle individuelle, alors qu'en fait c'est les algorithmes qui boostent ça. Donc il y a eu une haine des journalistes qui est montée de ces communautés un peu conspi qui ont fini par influencer les franges les plus radicales des républicains aux États-Unis. Et du coup, en un peu moins de 10 ans, c'est devenu un sujet de politique nationale parce que ces franges-là étaient celles qui avaient soutenu le plus Donald Trump. Et aujourd'hui, vous avez Mark Zuckerberg qui commence une vidéo de 5 minutes en commençant par dire on va se débarrasser des fact-checkers. C'est get rid of. C'est assez violent. On se débarrasse des fact-checkers et qui après explique que les fact-checkers sont complètement biaisés. Les systèmes algorithmiques, pas du tout, c'est bien connu. Que les médias poussent en permanence pour la censure. Donc, on pense qu'on veut du fact-checking, mais on pense que ça a eu un effet très limité, mais il y a eu une instrumentalisation du journalisme par Meta, pour finalement maintenant leur mettre une cible dans le dos, et pour finir par dire que les lois européennes, ça va bien, c'est comme en Chine, et que du coup, si les Européens ils veulent appliquer leurs lois, on va utiliser la puissance du gouvernement américain pour les empêcher de le faire. Je pense que ce qui est intéressant avec Meta, c'est qu'il y a beaucoup de similarité avec ce qui s'est dit sur X, mais que d'un point de vue politique, on bascule dans une autre dimension. C'est-à-dire que Musk nous a provoqués. Je ne sais pas quel rôle a joué Musk dans la réélection de Donald Trump, en tout cas sur X. Je ne sais pas si ça a eu tant d'impact que ça, franchement j'en sais rien. Là, ce que dit Mark Zuckerberg, c'est « j'ai les capacités de vous faire la guerre ». Et il s'est soumis à une administration. C'est pas du tout le même genre d'enjeu. Sauf que, je disais tout à l'heure que Musk a pu faire ce qu'il voulait malgré la réglementation.
Twitter, c'était 250 millions d'utilisateurs dans le monde au moment de son achat. Facebook, utilisateurs mensuels. Facebook, toutes plateformes confondues, c'est 4 milliards. C'est pas facile de quitter Facebook quand vous êtes un média, quand vous êtes un annonceur. C'est pas facile de bloquer Facebook quand vous êtes un État. En France, ça doit rapporter... TikTok rapporte en France par année un peu plus d'1 milliard dans l'économie réelle, en retombées diverses et variées. Donc je pense que Facebook, ça doit être plus. Facebook, c'est 63% du marché publicitaire en ligne. En fait, Facebook nous tient. Donc on a été faible face à X, il va falloir être fort face à Facebook, ça va être compliqué. Concrètement, après les cas qui étaient ramenés par ma consoeur, cette idée que en fait, les conditions d'utilisation vont commencer à censurer en masse. Alors il y avait déjà beaucoup de cas de censure, et nous on a de la chance, on ne le réalise pas très bien, mais en fait quand on quitte l'Union européenne, les réseaux sociaux, l'expérience se dégrade significativement. Mais en effet, aujourd'hui, on est sur des entreprises qui assument leur pouvoir éditorial, qui en fait ont enfin réalisé qu'elles avaient la capacité en fait de forcer les gens à écrire ce qu'elles voulaient qu'ils écrivent. Ça doit interroger aussi les relations dangereuses que nous, en tant que journalistes, et que les médias ont entretenues avec ces plateformes. Parce qu'on a quand même beaucoup contribué à leur donner de la valeur. D'un point de vue d'investissement, c'est très lourd. Hein. Enfin, c'est les community managers, des équipes, et on publie, enfin en salaire. Moi, j'aimerais beaucoup avoir le chiffre de combien de millions sont investis par an dans les médias, à l'échelle de l'Europe par exemple, dans les plateformes. Calculons le retour sur investissement, et c'est sûr qu'aujourd'hui, on parlait des institutions qui se servent et qui en fait se sont revues complètement dépendantes de solutions externalisées, mais c'est un peu pareil pour nous. Donc il y a tous ces enjeux qu'il faut aussi, il va falloir faire notre autocritique. On a donné beaucoup et peut-être qu'on n'a pas eu énormément en retour. Je vais devoir vous quitter, donc je vous remercie pour l'intervention et je souhaite une bonne fin de conférence. Merci en tout cas d'avoir été présent. Merci. Donc justement, est-ce que pour vous, Elon Musk, aujourd'hui Zuckerberg vous fait plus peur qu'Elon Musk? Ils font partie de la même menace, donc en soi, l'individu ne m'effraie pas plus. Je pense que Musk est vraiment capable de faire absolument n'importe quoi. Et ce que je veux dire. Après, oui, la vidéo, ça fait 3 ans que je suis à RSF. Il y a eu que 2 seules fois pour l'instant où j'ai eu peur. La première, c'était quand je parlais à un journaliste iranien qui allait être interrogé dans les services secrets. Et la deuxième, c'est quand j'ai vu la vidéo de Zuckerberg qui me disait, grosso modo, enfin pas à moi directement, à nous tous, que les lois souveraines de la région dans laquelle je vis n'allaient pas s'appliquer parce qu'il l'avait désiré. C'est-à-dire, grosso modo, que nous étions dépendants, une colonie. Ça, oui, ça m'a effrayé. Après, et surtout, ce qui m'effraie, c'est l'absence de réaction des autorités européennes. C'est très faible pour l'instant. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est notre faute, on a été naïfs. Nous, au début, quand le Digital Services Act, le règlement européen sur le service numérique, est sorti, on s'inquiétait un peu du fait que ce soit la Commission européenne qui puisse activer ce règlement. C'est-à-dire que ce soit du politique qui puisse activer la loi. Normalement, ça ne marche pas comme ça, c'est juridique, c'est indépendant. Et on s'en inquiétait un peu parce qu'on se disait « Ah, ça peut être dangereux, en fait ». En fait, on ne pensait pas que ça serait dangereux parce qu'il ne l'appliquerait pas. Et pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est il y a une enquête qui a été relancée sur X. Nous, on a écrit à Ursula von der Leyen, on lui a envoyé une lettre ouverte, la présidente de la Commission européenne, pour lui dire, en fait, concernant Meta, vous activez le DSA dès à présent. Il y a un certain nombre d'articles qu'on a identifiés que vous pouvez activer. Aujourd'hui, c'est vraiment une... Je suis pas sûr... Je crois pas aussi. Je
je crois que les Européens réalisent tout à fait ce qui va se passer, que ça fait 20 ans que des gens bien plus compétents que moi ont crié partout que ça allait arriver, et que, comme d'habitude, on n'est absolument pas prêt. Parce qu'aujourd'hui, on a un ensemble de lois qui ont été écrites par des gens naïfs, pour des gens politiques. Et les patrons de réseaux sociaux ne sont pas des gens polis. On parlait des alternatives, des questions de souveraineté. En fait, on se rend bien compte que, et là je parle plus à titre personnel, parce que nous on est une organisation internationale, mais que, en fait, utiliser des applications américaines fait que, à minima, elles deviennent chargées de valeurs américaines. Le free speech, le premier amendement, c'est quelque chose qui n'a pas cours chez nous. Chez nous, on a la liberté d'expression qui est encadrée par des limites déterminées par la loi. C'est ce qui fait qu'on ne s'insulte pas, qu'on ne se diffame pas. Aux États-Unis, il y a aussi de la diffamation, mais voilà, ça ne marche pas de la même manière. Et là, en fait, on est sur une vision défendue par ces gens-là qui est une vision adolescente. C'est vraiment, je peux dire, tout et n'importe quoi. En fait, on peut parler librement, mais on prend ses responsabilités. Est-ce que j'ai plus peur de Zuckerberg que de Musk? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai très peur des années qui arrivent. Parce que je sens que ça va être vraiment un rapport de force et potentiellement un conflit économique. Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Vincent. Je pense pas. Enfin, est-ce qu'il y a un des deux qui fait plus peur? Je pense qu'ils sont capables de tout l'un comme l'autre. Après, il y en a un qui incarne un personnage. Enfin, l'idée un peu d'avoir un rôle, hein, vraiment. Il s'est créé une image médiatique, il surfe dessus. Je pense à Musk, les idées d'extrême droite, sa façon de répondre. Il s'est un peu calqué sur Trump, hein, sa manière de faire. Zuckerberg, pour l'instant, il est un petit peu plus dans l'ombre, un peu plus discret. Hein. Je pense qu'il y a un peu cette idée encore du geek de tout début, avoir lancé Facebook, vraiment être à l'initiative. Mais je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer non plus. Comme disait Vincent, enfin, honnêtement, vu l'outil qu'il a entre les mains, tout va dépendre en fait, de ce qu'il va choisir d'en faire. Et quand il a pris la décision d'enlever les fact-checkers, c'est vrai que tout de suite, ce qu'on a réalisé, c'est de se dire, finalement, tout millionnaire qu'il est ce qu'il est vraiment indépendant aussi? C'est-à-dire que finalement, il y a des visées économiques qui les dépassent tous, finalement, et ça reste le nerf de la guerre. Hein. On voit que c'est tous des businessmen, au fond. Hein. Après, les outils en soi, c'est que du marketing, c'est qu'une marchandise, c'est malléable, et ils l'adaptent en fonction de leurs besoins, et dans quel sens le vent souffle aussi. Hein. Là, Zuckerberg, on l'a dit, c'est exactement ça. Enfin, Trump il part, allez, on met fact-checker pour montrer non, on fait ça bien, Trump revient, là on s'adapte à Trump. Donc c'est des vraies girouettes et c'est ça qui fait peur aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de conviction, de principe, c'est-à-dire que du jour au lendemain en fait ils peuvent prendre un virage dans un sens comme dans l'autre. Et c'est ça qui fait peur, un peu cette incertitude de ne pas savoir vers quoi on va. Visiblement en tout cas on ne va pas vers le mieux, ça au moins c'est ça on peut en être sûr. Mais après à quel point ça va aller mal, c'est ça en fait la question. C'est-à-dire que comme j'entendais ce matin, l'idée c'est pas d'être parano, fataliste ou de dire que le pire est à venir, mais c'est aussi d'être lucide. Et je pense que c'est une lucidité qui nous a manqué en fait pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on a fermé les yeux en se disant oh, tout ça c'est loin, c'est de la dystopie, Orwell, 1984, pouf, tout ça c'est très très loin. Et puis là on est miné dedans quoi. Et il est un peu tard pour réagir, pas trop tard encore, mais il est temps. Et on disait justement au niveau juridique, mais oui, c'est vraiment ça qui manque, quoi, le cadre juridique. On voit de toute façon quand on en parle avec nos politiques en France, mais désolé, mais ils sont largués sur la question pour la plupart. Ils comprennent pas de quoi on parle, c'est des outils qu'ils maîtrisent pas trop, c'est de la communication, souvent des gens le font pour eux aussi, c'est une réalité. Enfin voilà, il y a des choses qui les dépassent complètement, et pourtant c'est pas faute d'entendre justement les alarmes depuis des années et des années, que ce soit au niveau de l'Europe ou même en France. Hein. Enfin voilà, à tout niveau, il y a des gens qui alertent sur la liberté d'expression, de communication, les dérives possibles. Là, on parlait de la désinformation, enfin, quand on parle d'époque de contre-vérité, on voit même que l'histoire, elle est réécrite, quoi, de plus en plus. Enfin, depuis le Brexit, je pense que là, on est en plein dedans, quoi. Et c'est de pire en pire. Et je pense que si les gens ne se saisissent pas de la question, on n'y arrivera pas. En fait, il faut arrêter de prendre ces outils simplement comme des outils de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, pas comme Blue Sky. Allez, on se crée un compte, on quitte X... On s'en fiche de savoir d'où ça vient, Blue Sky, hein, c'est une alternative, c'est bleu pareil, ça fonctionne pareil, et on ne se demande pas plus. Mais non, en fait, c'est ça aussi dans nos usages, notre façon de
produire l'information, de la consommer, de la partager, il faut aussi qu'on soit plus responsable, en fait, qu'on se pose plus de questions dans notre façon de faire. Qu'on soit plus comme ça passif, en fait, de recevoir en permanence ces informations. À la fin, on s'en fiche, en fait, c'est vrai, c'est faux, bah, ça nous divertit, en fait. On est beaucoup ça aussi dans l'ère du divertissement. Et nous, c'est vrai que voilà, nous, professionnels de l'information, bah, c'est dur de rivaliser contre ça. On parlait tout à l'heure du fait que les gens ils s'arrêtaient au titre d'un article. Bah, qu'est-ce que c'est dur de les faire lire un papier. Le nombre de personnes que je peux croiser dans la rue en disant « Waouh, j'ai vu ça et tout », et puis ils me parlent d'un truc, je dis « Mais t'as lu le papier ?»« Ah non, j'ai vu passer ». Donc on se dit « Waouh, même au niveau local, il y a ce boulot-là à faire ». Donc, comment on fait ce travail, nous aussi, journalistes, pour encore appeler les gens, les intéresser et les sentir, en fait, les responsabiliser aussi. Donc voilà, c'est une question très large qui en entraîne beaucoup d'autres, mais voilà, je pense que l'important c'est ça aussi, c'est de se poser, d'être lucide et de se questionner pour faire changer les choses. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que, maintenant je vais laisser la parole au public, est-ce qu'il y a certaines personnes du public qui ont des questions ? On m'entend ou pas? Je me demandais, tout à l'heure on parlait de symboles et du fait que quitter X c'était un symbole. Est-ce que par exemple à la Nouvelle République vous avez peur que quitter X soit interprété comme un geste peut-être trop politique et que ça vous coupe peut-être une certaine partie de votre lectorat? Alors évidemment que ça a une portée politique, après c'est pas la question de comment ce soit interprété par le lectorat, c'est plutôt de ne pas se couper d'eux. Je pense que l'important, en fait, quand on a des idées contradictoires ou qui vont pas, en tout cas, qui sont pas totalement en adéquation, c'est pas de claquer la porte. Nous, notre travail, en tout cas, la Nouvelle République, on n'a pas une ligne éditoriale politique. Enfin voilà, on n'est pas le Figaro, on n'est pas Libé, on est un média local. L'idée, c'est quand même de parler à toute la population et de rester ouvert. Comme je disais tout à l'heure, Twitter, je crois que c'est 10 millions d'utilisateurs français. Donc il y a une partie d'entre eux qui sont dans Indre-et-Loire et peut-être au-delà et que le contenu intéresse. Ces gens-là, on ne va pas leur dire parce que vous êtes sur X, on ne veut plus entendre parler de vous, et puis de toute façon, ça ne vous concerne pas ces informations-là, et débrouillez-vous. Restez dans votre entre-soi, et puis nous, on va créer notre nouveau entre-soi. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'un autre côté, c'est des sujets aussi qu'on a dans le journal papier. Les sujets qu'on traite, on ne va pas se poser la question de on ne traite pas ça parce que ça, nos lecteurs, ils ne vont pas aimer. Il y a une moyenne d'âge de 80 ans, là dans la ruralisée, ça a plus voté comme ci que comme ça. Non, en fait, ce n'est pas des questions qu'on se pose à ce niveau-là. L'idée, en tout cas, c'est de tendre la main à tout le monde, en fait. C'est pas de couper en disant, vous, voilà, mépris, on ne veut plus entendre parler de vous, de toute façon. Si vous êtes sur ce réseau social-là, c'est que voilà, vos idées ne correspondent pas aux nôtres. Et on ne veut pas vous partager de l'information. Non, je trouve qu'au contraire, notre travail, il est d'aller vers ces gens-là et de continuer à leur apporter de l'information. Vérifier, corroborer, et local. Donc ça, là-dessus, non, je pense qu'au contraire, c'est plutôt rester pour dire que justement, on reste ouvert à tout le monde et on ne veut pas faire de choix particulier. Moi, j'aurais une question pour tous les deux. Est-ce que vous envisagez un monde où les médias juste passeraient de réseaux sociaux, sachant que ça fonctionnait comme ça pendant des décennies, ou au niveau des sites de chaque journal, chaque média, il y aurait un nouveau Twitter pour mettre en lien l'audience avec les journalistes, voilà, mais en fait, sans passer par les réseaux? C'est une bonne question. Je pense que c'est pas possible. C'est sociologiquement plus possible, en fait. Voilà, on a bien tapé sur les réseaux sociaux pendant 1h30. Il faut voir aussi ce qu'ils ont apporté. On peut regretter que ce soit des entreprises privées qui l'aient fait, mais ce qu'ils ont apporté, c'est qu'en fait, avant, je caricature, il y avait en fait la responsabilité des journalistes et des médias, c'était de décider de ce dont on allait parler ou pas. Les réseaux sociaux, les plateformes, une plateforme en informatique, c'est un site qui donne des outils, ont permis en fait à tout le monde d'avoir cette prétention-là, et ça nous a permis de nous diriger vers quelque chose d'un peu plus ouvert, qui nous ouvre, nous enchaîne sur un certain nombre de problèmes. Mais en fait, aujourd'hui, concrètement, revenir en arrière, ça serait, je pense, perçu comme une contre-révolution.
Ce côté, genre, bah non, en fait, quand tout le monde peut parler, c'est vraiment pénible. Donc, on va juste redonner la parole aux journalistes. Je pense que les citoyens veulent pas ça, les journalistes veulent clairement pas ça. Parce que, honnêtement, bah déjà, en fait, moi, j'ai pas grand envie dans ce monde-là. Donc, pour moi, ça n'aurait aucun sens. Et les critiques ne disparaîtraient pas. Au contraire, les procès en légitimité s'amplifieraient. Par contre, que les médias soient beaucoup plus souverains sur leur propre plateforme, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours recommandé quand des producteurs, des rédacteurs en chef avaient l'amitié de me poser la question, de dire allez sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas le choix, mais par contre, investissez sur vos propres supports. Ça a été le push, ça a été les newsletters, ça a été les podcasts. Le problème, c'est que là, en fait, on est sur une compétition qui devient acharnée entre médias. En fait, l'attention reste limitée. Il y a une concurrence avec d'autres types de contenus. Il n'y a pas, pour l'instant, pour répondre à votre question, donc revenir en arrière, impossible. Mutualiser les plateformes, des moyens, pourquoi pas, peut-être. Mais pour l'instant, il y a quand même aussi une économie des médias qui font que, honnêtement, ça va pas bien. Et que chacun, en fait, se rend bien compte qu'il n'arrivera pas à lutter contre les flux des informations, contre le divertissement, contre les influenceurs, et que du coup, il va plutôt essayer de prendre les parts de marché à ses copains. Donc c'est ça. Aujourd'hui, en fait, il faudrait une espèce d'élan de collaboration. On est plutôt un État village gaulois. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est utopique. J'ai cette image tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire, je pense que comme tout le monde, quand je prends le bus ou le tram, je vois pas une seule personne avec un journal dans les mains. Je vois tout le monde sur son téléphone. Donc aujourd'hui, la presse papier, de toute façon, voilà, on en est conscient, on ne sait pas ce que ça va donner dans les prochaines années, mais c'est voué, je pense, d'une certaine manière à évoluer, voire à disparaître. En tout cas, on voit que les nouvelles générations, c'est plus du tout des habitudes qu'elles ont. En tout cas, le format papier, ce support-là, c'est vraiment, c'est des très rares exceptions. Autrefois, avant les réseaux sociaux, je pense que l'info a circulé surtout par les lieux de rencontre, les bistrots, dans les petits villages, le café du village. Enfin, c'est des endroits aussi qui ont été désertés. C'est aussi une réalité, c'est-à-dire que ces points de rencontre, en fait, physiquement, dans la vie de tous les jours, ils n'existent plus vraiment aussi. Justement, le PMU du coin, c'est devenu Twitter, etc., où les gens, finalement, sans filtre, ils racontent ce qu'ils racontaient entre eux en petit comité, sauf que maintenant, en fait, c'est visible par des dizaines de millions de personnes instantanément, et puis ça prend ça a une portée absolument folle que eux-mêmes peut-être ne soupçonnent pas. Donc aujourd'hui, je pense que en fait non, c'est pas possible d'abandonner les réseaux sociaux, malheureusement, j'ai envie de dire, à part revenir comme à l'époque où il y avait le crieur qui tenait le journal et qui annonçait les grands titres du jour. Aujourd'hui, c'est plus possible. Je suis sûre que les gens ne s'arrêteraient même pas pour l'écouter. On est dans une société où tout va très vite, où les gens, comme on disait, ils ont peu de temps. Et les réseaux sociaux, en général, c'est ça, c'est qu'ils n'ouvrent même pas les articles, en fait. Moi, la première, sur plein de choses, je scrolle, je regarde, ça va très vite. Après, quand je referme mon téléphone, est-ce que j'ai retenu vraiment de ce que je viens de faire ? Je pense qu'on pourrait tous faire un quiz et on ne serait pas très bon. Donc les réseaux sociaux, on en a besoin, parce que malheureusement, les gens... c'est quand même le principal vecteur d'info. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous on a très peu de gens qui viennent directement taper lanouvellerepublique.fr pour venir voir alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en Indre-et-Loire. Ils attendent que l'article soit partagé sur Facebook, on le voit de toute façon en direct, le nombre de vues sur un papier. Ce qui marche bien, c'est ça, c'est les réseaux sociaux via Facebook, où tout de suite ça monte directement le nombre de vues, et puis sinon les push via l'application, où là aussi c'est encore le seul moyen encore vraiment de toucher les gens. Mais ça implique que les gens aient l'application La Nouvelle République. Ça, encore une fois, c'est qu'une petite partie. Ma question, c'était plutôt parce qu'on parlait du fait que les réseaux sociaux, maintenant, avec tout ce qui est en lien avec la désinformation, c'est très compliqué de faire un travail journalistique. Mais est-ce que les médias, dès le départ, même dans leur manière de se financer, avec les réseaux sociaux, n'ont pas eu la meilleure des logiques? Par exemple, il y a plein de partenariats entre médias et plateformes.
notamment Facebook, Meta par rapport au fact-checking. Est-ce que c'est pas une mauvaise habitude que les médias ont eu dès le début, plutôt que de miser, même si c'est très difficile, sur un financement par les lecteurs, par leur audience, même si effectivement c'est très compliqué, mais est-ce qu'il ne valait pas miser sur ça, tenter, parce que au final, là, jusqu'à annoncer Mark Zuckerberg, j'arrive pas à le dire, au final, voilà, on s'est un peu planté. Voilà, la question. Je suis désolée. Là encore, ça va être une réponse très économique en fait, c'est-à-dire que un peu utopiste dans le sens, je pense que si on avait eu le choix, je sais pas comment ça se serait passé, parce qu'en soi le Facebook, hein, ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui, hein. Bon, il n'y a pas eu toujours autant d'abonnés, il faudrait que je revoie nous quand nos pages elles ont été créées, mais enfin il y avait beaucoup de contenu partagé à titre individuel en fait, hein, par des journalistes, hein, ça n'a pas toujours été automatiquement le journal. Après, là, c'est moi qui ai cette interprétation-là, je sais pas ce que ma direction aurait en termes de chiffres, etc. Mais après, c'est aussi une réalité dans le sens où des fois, on est obligé aussi de suivre le mouvement, quoi. Dans le sens de dire, les autres médias concurrents y sont, comment nous, on peut ne pas y être, en fait. C'est toute la complexité, en fait, de nos médias avec la concurrence qui existe. Alors nous, à plus petite échelle, parce qu'on est local, mais c'est quand même une réalité. Quand on voit, par exemple, qu'on a des informations exclusives, c'est des informations que nous on sort au niveau local, c'est depuis très récemment, hein, seulement que les médias nationaux, ils ont une charte pour beaucoup, ils sont obligés de mettre le lien vers notre article. Donc rien que ça, en fait, pendant des années, rien que pour ça déjà on a dû lutter, quoi. Donc si en plus on n'était pas sur les réseaux sociaux pour partager ces infos-là, vous imaginez pas, on serait perdu dans la masse. Aussi, on n'a pas parlé de Google, hein, parce que c'est pas un réseau social, mais c'est aussi une énorme porte d'entrée pour nous. Et ça, c'est une question de référencement. Et c'est très compliqué aussi. Il y a plein de règles qui s'appliquent. Et là encore, on ne peut pas se permettre de ne pas jouer les règles de Google. En fait, c'est impossible. Là, sinon, il faudrait vraiment compter que sur les gens qui font la nouvelle-république.fr. Autant oublier, on ne tiendrait pas 2 secondes. Et c'est un reflet aussi de la version support papier d'un journal. La Nouvelle République, c'est une réalité aussi, on fonctionne beaucoup avec la publicité, hein. On enlève les publicités du journal, je suis pas sûre qu'on ait un modèle économique viable qui dure très longtemps. Compter sur le lecteur pour vivre, c'est pareil, c'est une très belle utopie. Nous, au premier, en tant que rédacteur, journaliste, on en rêverait, hein. On a qui y arrivent, Les Jours, Mediapart, etc. Après, ce sont des médias qui ont abandonné complètement le print. Nous, il y a des coûts économiques d'impression, on a des salariés qui sont là juste pour faire tourner l'imprimerie, parce qu'à la Nouvelle République, on a encore la chance d'avoir notre propre imprimerie, notre propre presse. Le coût du papier, de l'électricité, de faire travailler ces gens, c'est énorme. Et ça, voilà, on est obligé en fait d'avoir à côté, ça suffit pas en fait les ventes de journaux. La vente de l'information pure, c'est pas possible. Donc en fait, on est contraint en fait de jouer le jeu à plein de niveaux, donc que ce soit avec la publicité, le marketing, et puis aussi les réseaux sociaux, partie intégrante de la communication. Donc ça, voilà, c'est pas mon volet, parce que moi je fais qu'écrire, mais c'est une réalité. Dans un journal, il y a tout un service qui est consacré qu'à ça en fait, parce que sinon, il ne pourrait pas exister. Oui, je pense que c'est important de rappeler que un journal, produire de l'information, ça coûte incroyablement cher. Juste si on parle du prix du papier, le prix du papier il a quasiment doublé. Le prix de l'électricité explose. Tout ça, ça a des répercussions directement sur le coût de l'information. Dans le cadre des états généraux de l'information, ils avaient livré une estimation du coût moyen de la production juste de l'information. J'ai plus le chiffre, donc vous irez le vérifier vous-même, mais pour paraphraser Emmanuel Macron, ça coûte un pognon de dingue. Le problème, c'est que en fait, l'information, c'est ce qu'on appelle un bien symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, ça coûte cher à produire, mais ça ne coûte rien à reproduire. Et en fait, les réseaux sociaux permettent de faire que ça coûte encore moins que rien à reproduire. Donc, économiquement, c'était intéressant. Le cas des abonnements, en effet, ça va marcher en partie sur une pincée de médias qui sont des médias à extrêmement forte valeur ajoutée, qui sont des médias d'investigation, de reportage, de magazines. En fait, sur le côté soit l'info ou l'info d'intérêt général, on est sur une logique winner takes all. Et en fait, si tout le monde doit s'abonner, grosso modo, 75% des gens vont s'abonner au monde.
parce que c'est le plus connu et que c'est le journal de référence. C'est son positionnement. On vit plus malheureusement dans ce monde-là. En fait, on vit dans un monde où les gens sont prêts à avoir 3 abonnements pour des plateformes différentes, mais pas à payer un abonnement pour un journal. D'ailleurs, moi j'ai des abonnements professionnels, et après chaque année je m'abonne à un journal, mais je le fais par conviction. Parce que fondamentalement, j'ai mes accès pro. C'est plus dans nos valeurs. Et des journaux papier, honnêtement, je n'en ai pas acheté depuis, je pense, 10 ans. Donc, on ne vit plus dans ce monde-là. Et surtout, il y a énormément de médias, juste en France. Hein, parce que là, il y en a une dizaine qui sont connus, mais en fait, il y en a des centaines, des milliers. Donc, aujourd'hui, le mode de financement de la presse, il va passer par exemple, si les plateformes redistribuaient la valeur qui est créée. Alors, trouver une super parade, c'est que du coup, elles disent, mais en fait, vous ne créez pas de valeur, c'est nous qui vous en créons. Ça donne des comportements brutaux. Au Canada, ça fait depuis l'été 2023 que tous les médias sont bloqués sur Facebook et Instagram, que les gens ne peuvent pas partager de liens de médias non plus. En ce moment même, en France, Google, dans le cadre de négociations sur les droits voisins, en parallèle des négociations plutôt, a annoncé qu'ils allaient faire une expérimentation de retirer les contenus d'information auprès d'un échantillon de 1% de la population. C'est un grand classique de Google. Ils le font régulièrement. À chaque fois qu'il y a des négociations, au Canada, c'est exactement ce qui s'était passé. Une loi qui a été votée pour que les plateformes payent. Ils disent, bon, on va voir ce que ça donne un moteur de recherche sans information. C'est une forme de menace. C'est un peu plus subtil en comparaison que Meta, mais ça reste une forme de menace. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le cas du moteur de recherche est assez important. Au Canada, on voit qu'en effet, la perte de Meta n'a pas entraîné des pertes sèches et substantielles de trafic pour les médias dans leur ensemble. Si Google dégage les médias, tout le monde met la clé sous la porte. Voilà, c'est quasiment 75% du trafic. Donc la plupart des gens, ils ouvrent l'application Google et il y a ces Google Discover, on appelle ce produit, et ils scrollent et ils voient les 20-25 articles que Google leur donne. Aujourd'hui, ces règles elles sont complètement arbitraires, elles ne sont pas connues, et en fait vous êtes en compétition avec l'ensemble des producteurs de contenu que Google a sélectionnés pour cet outil, pour apparaître parmi ces 20-25 articles. Donc en fait la question de l'abonnement, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne savent même pas qu'il y a autant de journaux différents qui existent, qui ne se rendent même pas forcément compte qu'ils consultent peut-être des journaux différents. Parce que ça aussi un autre enjeu sur... Il y a une information gratuite aujourd'hui, c'est souvent les reprises des dépêches AFP. Donc en fait les gens ils viennent, ils sortent. Le taux de rétention il est extrêmement faible hein, sur les médias, il est de 1,1 en moyenne, c'est-à-dire qu'en fait vous arrivez, vous appuyez sur le bouton arrière et vous revenez sur Google. C'est Google la voie royale de l'accès au contenu d'information aujourd'hui. L'avantage qu'on a, c'est que Google n'est pas... Google sans médias, c'est quand même beaucoup moins jouable que Facebook sans médias. C'est la chance qu'on a à l'heure actuelle, c'est que du coup on peut encore discuter avec Google. Mais sur les réseaux sociaux, Facebook a très bien montré qu'on pouvait faire sans information. Le problème, c'est que c'est pas tant que est-ce que c'est possible, le problème, c'est est-ce que c'est pas de votre responsabilité. En France, par exemple, on a une loi sur la presse papier, et je finirai là-dessus, la loi Bichet, une vieille loi. En fait, elle dit très simplement qu'en fait, un éditeur a le droit d'utiliser tous les moyens légaux dont il dispose pour distribuer ses journaux. Ça veut dire que concrètement, un kiosquier ne peut pas refuser de vendre le journal pour la presse d'information générale. Ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Vous pouvez vous faire dégager du jour au lendemain, ils n'ont aucun compte à rendre. C'est un peu ça le problème. C'est une vraie atteinte à la liberté de la presse au sens étymologique. Hein. À la base, la liberté de la presse, c'est la liberté de prendre une presse et d'imprimer. Donc c'est pour ça que c'est important que les journaux aient leurs imprimeries. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas l'équivalent de ce genre de loi qui garantissent que le réseau est neutre et tout. Enfin, on est à des années-lumière de ça. On a des outils qui existent, en France on a de la chance, on a de plutôt bonnes lois pour la liberté de la presse. C'est pas un hasard, je pense, si RSF est une ONG française. Ce genre d'outils peuvent être transposés à un moment dans l'espace numérique. Il y a un manque de volonté politique. Clairement.
question. Ça s'adresse surtout pour l'ANR. Vous dites que vous avez surtout des personnes qui viennent de Facebook, donc ça serait plutôt cohérent de rester sur Facebook, mais qu'en est-il pour X? Parce qu'en vrai, si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui viennent sur votre plateforme à partir d'X, est-ce que c'est vraiment utile d'y rester? Et aussi, vous dites que vous avez un devoir d'informer sur X, mais les gens qui vont rester sur X, en tout cas, au fur et à mesure du temps, c'est des gens qui ne veulent pas forcément être informés parce que sinon ils n'auraient pas, les actions qu'ils font sur X. Donc est-ce que c'est vraiment utile de rester là-dedans alors que c'est des personnes qui de toute manière ont une déviance vis-à-vis des médias? Donc bien sûr, ils vont voir passer un article et encore selon l'algorithme, peut-être qu'ils ne vont pas du tout vous voir. Je ne sais pas si c'est trop utile, mais j'ai envie d'avoir votre avis. Non, mais c'est tout à fait juste, hein. C'est des vraies questions qu'on s'est posées. Je crois que le compte NR Tour, ça doit être 16 000 abonnés à peu près, et nous, Fait divers 37 seulement, ça doit être 4 000, 4 050. Donc bon, c'est dérisoire à l'échelle de X, à l'échelle de l'Indre-et-Loire, un peu moins. Je sais qu'on a énormément d'interactions avec nos lecteurs via notre compte X Fait divers 37. Les gens interagissent beaucoup. Nous, on se fait un devoir avec mon confrère de répondre au maximum, d'apporter des explications, de faire un peu de modération et de pédagogie aussi, ce qui n'est pas facile sur ces sujets-là sur X, très difficile même. Mais justement, on s'en fait un petit peu aussi par un cheval de bataille, mais c'est notre rôle en fait aussi d'être là pour ça. On partage aussi des sujets un petit peu plus de fond, des sujets rebonds, on appelle ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'actualité brûlante, les accidents, les incendies, les procès, on essaie de revenir en fait avec des professionnels et de questionner en fait des faits de société un peu plus largement. Donc on se dit, bon, ok, les gens ils restent sur X et ils nous suivent parce qu'ils adorent, voilà, tout ça c'est faits divers. Mais parmi 5 faits divers, il va y avoir un article où on va avoir un expert qui va nous dire, ça en fait vous pensez, non c'est faux. Donc on se dit, au moins ils voient passer, peut-être qu'ils vont pas l'ouvrir l'article, mais au moins ils vont voir passer le titre parce que le reste du contenu l'intéresse. Et donc le lecteur il va aussi voir passer ça. Je dis pas que ça durera dans le temps, hein. Je connais pas l'évolution, là on le voit depuis plusieurs jours, une baisse massive de nos abonnés, ça fond comme la neige au soleil. Donc ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de gens qui nous suivaient, qui sont plus d'accord avec X et qui s'en vont. Donc là aussi il faudra qu'on se pose la question de dire ces gens finalement on les retrouve où? Parce que c'est un contenu qui les intéressait, donc il faut aussi qu'on continue de répondre à leurs demandes. Donc je pense que la question pour l'instant, c'est pas c'est vraiment symbolique en fait pour l'instant de rester sur X. Et comme vous le faites remarquer, ça coûte rien en fait. Parce qu'au pire, voilà, personne nous lit. C'est ça en fait, mettre beaucoup d'énergie pour finalement des gens qui vont pas nous lire au pire. C'est ça en fait le plus grand risque pour nous. Mais sinon en soi, même si c'est un coup d'épée dans l'eau, en fait c'est quelque chose où on n'a pas assez de recul encore pour l'instant pour se rendre compte vraiment. En tout cas, vraiment le choix de la direction pour l'instant c'est de ne pas l'abandonner dans le sens où voilà, tant qu'il y aura des gens encore qui interagissent avec nous, qui réagissent, où on voit qu'il y a de la lecture, où ça permet même, c'est dérisoire, mais quelques clics, ça fait toujours quelques personnes de X qui vont sur l'ANR lire l'article. Voilà, nous de toute façon, comme on l'a dit dès le départ, le but c'est pas d'avoir des nouveaux abonnés, d'attirer de nouveaux lecteurs ou de faire de l'audience, on sait que c'est pas sur X qu'on y arrivera. Donc c'est vraiment un plus. Et encore une fois, je dis ça aujourd'hui, à l'instant T. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans les mois à venir, si finalement la Nouvelle République décidera de quitter aussi pour envoyer un message fort aux institutions locales. Tout est possible. Là-dessus, je vais pas préjuger de l'avenir, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est là où on en est en tout cas. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer, et que votre confrère a évoqué comme une instrumentalisation, rester dessus, et y compris parce qu'évidemment il y a une forme de captation de valeur de ces plateformes, pas de la question des contenus haineux ou des informations, c'est, et c'est depuis plusieurs années, faire le jeu de la plateforme alors qu'elle est beaucoup plus forte que tel ou tel média, y compris même des mastodontes nationaux français. Dans quelle mesure il y a des discussions en interne sur cette question d'instrumentalisation? Nous, c'est une question qui s'est posée très tôt à la Nouvelle République. Pour rien vous cacher, en fait, on a des réunions mensuelles en fait, avec la direction, on a des élus en fait, qui font remonter les questions de la rédaction.
Je crois que X c'est arrivé, mais même avant l'élection de Trump, en fait, de savoir quelle allait être la position du journal, etc. Donc c'est des vraies discussions qu'on a en interne, où après, voilà, il y a des positions individuelles suivant les sensibilités des uns et des autres, et puis aussi de perspectives. On le voit bien ce soir, voilà, on est 3 interlocuteurs différents, tous s'entendent, mais voilà, il y a des positions différentes. Je pense que, comme disait Anne dans son édito, c'est un vrai dilemme moral. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est à titre individuel, c'est sûr que d'être sur X, il y a un sentiment un petit peu de, pas de complicité, mais de valider finalement un petit peu ce qui s'y fait et d'y contribuer. Donc en fait, c'est un petit peu tout le temps on est écartelé finalement entre notre profession, le sens de l'information, de dire bah on va pas abandonner le terrain, on va pas déserter parce qu'il attend que ça. Hein, Musk il en a rien à faire, hein, qu'on reste sur X, il attend que ça, qu'il n'y ait plus de médias, qu'il n'y ait plus personne qui vérifie l'info pour pouvoir être dans sa bulle et puis pouvoir être en roue libre, je pense, sur la désinformation et le reste. Mais d'un autre côté, oui, il y a ce sentiment, en tout cas en tant que journaliste, de dire mais enfin, est-ce que ça a encore un sens de rester là-dessus? Dans quelle mesure j'aide en fait cette plateforme à survivre, à continuer? Et d'un autre côté, on se sent comme une goutte d'eau, c'est-à-dire qu'en partant, on se dit ouais, en face, qu'est-ce que ça change? Moi, je suis plus vraiment sur l'idée, comme on disait, la Libération, j'entends qu'il est parti encore. Là, j'ai vu qu'il y a l'hôpital, le CHRU de Tours, qui est parti aussi de la plateforme, Emmanuel Denis aussi. Enfin voilà, en fait, il faut que ça vienne d'abord de personnalités, en fait, qu'il y ait des prises de parole fortes. Nous, je pense qu'en tant que journaliste, ça reste un outil, en fait, dont on se fait l'écho, dont on fait le tri. Mais il faudrait en fait qu'il y ait une vague plus large en fait, au-delà de nous, en fait, de là-dessus, que cette réflexion justement sur le fait de contribuer ou pas à X, bah, ça aille au-delà des journalistes. Quoi. Après la question c'est comme on disait aussi tout à l'heure, c'est qui part en premier quoi. C'est là où on s'en sort pas. Moi je trouve ça bien honnêtement qu'il y ait des médias comme Ouest France, Le Monde, etc. qui prennent position et qui entraînent un petit peu les autres wagons. C'est sûr que voilà, la Nouvelle République, on est conscient aussi de notre portée, de notre taille, et c'est pour ça qu'on a cette réflexion-là, et puis on s'adaptera probablement, on verra ce qui se passera dans les mois à venir. Et oui, je pense que c'est important de préciser qu'en fait la question de partir, c'est principalement la question de suivre. Une espèce d'effet de levier à déclencher. Je ne donnerai pas de nom, mais moi j'étais dans une rédaction quand Ouest France a annoncé qu'il quittait X, et cette rédaction avait pris la décision de partir. Et du coup, ils ont retardé leur décision parce qu'il y avait aussi une opportunité symbolique, quelque chose à apprendre, c'est-à-dire pouvoir incarner des valeurs du journalisme. Et finalement, ça avait été pris par Ouest France. Cette idée de, en fait, les gros qui montrent l'exemple, on revoit aussi toute cette structuration de la presse française qui, en fait, se met en marche. C'est d'abord les gros qui partent et après les autres qui vont suivre, parce qu'en fait, à un moment, c'est vrai que si on reste tout seul sur X et qu'on est juste cerné par des Elon Musk et ses clones, on aura juste l'air idiot de rester en disant non, on est là pour défendre l'information. Mais en effet, la question, et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire cette semaine avec HelloKitty, je pense malheureusement pas qu'il soit arrivé, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à créer un mouvement si massif qu'en fait il suffit d'entraîner les autres. Malheureusement, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qu'en fait il y a plein de gens aussi sur Twitter et sur X qui ne sont pas du tout dans la sphère que moi j'appelle la sphère affaires publiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout des journalistes, des communicants, des politiques. Il y a énormément de gens qui n'ont rien à faire de tout ça. Et ça, pour le coup, avant, j'avais l'occasion de les voir parce que c'est par exemple, si vous voulez voir comment ça marche, regardez, cliquez sur les hashtags liés à des matchs de foot, à des émissions de télé-réalité, vous allez découvrir un autre réseau social. Un réseau social, c'est fait comme son nom l'indique par les gens. Et là, vous allez voir des gens qui en fait sont sur une pratique de pure consommation et de divertissement, qui en fait sont très certainement la masse de ce réseau, parce qu'en fait, on n'arrive pas à évaluer ça, qui sont ceux qui vont être le plus touchés par les publications, qui rapportent un peu d'argent, même si X ne gagne pas d'argent, enfin très peu, et Twitter n'en a quasiment jamais gagné non plus. Et tous ces gens, en fait, là, les problématiques qu'on évoque, alors, s'ils étaient là, peut-être qu'ils le sont d'ailleurs, ça les intéresse sûrement en tant que citoyens, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, mais dans leur usage de plateforme, ils ne se sentent pas du tout concernés par ce qu'on est en train d'évoquer. Du coup, on l'a
l'information. Mais est-ce que justement, quand un média prend la décision de quitter ce réseau, il y a un message aussi qui est envoyé aux journalistes de ce média, de eux individuellement peut-être moins utiliser ce réseau, parce que un média utilise principalement X pour partager ses contenus, mais au final, si à côté de ça, il arrête d'y être, mais que tous les journalistes de ce média continuent d'y être pour rechercher l'information, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que, je sais pas, il y a des directives qui sont données, pas forcément? Parce que, en fait, à quoi ça sert de quitter un média pour partager si à côté de ça, tous les journalistes continuent de l'utiliser pour travailler? Moi, honnêtement, j'avoue que j'ai été surprise, enfin, en tout cas j'ai un peu tiqué quand Lou a dit qu'il continuait à chercher de l'information sur X, parce que pour moi c'était un petit peu justement, enfin, surtout Ouest France dans la manière dont ils ont amené les choses, et c'est très bien, parce qu'ils ont eu un élan pour tout le monde, enfin il y a eu quand même beaucoup de départs après eux, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, en tout cas un peu double jeu, dans le sens où publiquement, médiatiquement, voilà, vous voyez, on part de X, tous nos journalistes partent avec nous, et puis finalement, en coulisses, bah oui, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas s'en passer complètement, en tout cas pas pour l'instant, et qu'il y a encore, en tout cas, cette consultation qui reste un usage, en fait, de X. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est vraiment dans cet entre-deux, il y a le moment de bascule qui est en train de se faire. Encore une fois, quand on voit le nombre d'abonnés qui partent, etc., ces gens, il faut bien qu'ils aillent quelque part d'autre. Je pense que le fait de migrer vers d'autres plateformes, ça va peut-être les encourager, en fait, aussi à y aller. Mais pour revenir à ce que vous évoquez, le fait que des journalistes puissent rester sur X quand les médias, lui, le quittent, nous, je sais qu'à la Nouvelle République, la direction, là-dessus, elle a été transparente, de dire, voilà, nous, on reste, ça reste automatisé, on ne fait plus d'efforts, enfin, vraiment, c'est juste pour être encore assuré une présence, en fait, qu'on avait déjà diminué depuis il y a 1 an et demi. Mais en tant que vous, journaliste, personnellement, on ne vous donne pas de consigne. C'est-à-dire que ça, c'est vous, personnellement, qui décidez. Vous restez pas, vous créez un compte Blue Sky ou pas, vous créez un autre moyen de communication. Enfin, voilà, là-dessus, on a été laissé très ouvert, justement, on a eu cette liberté-là. Et c'est vrai que oui, ça pose complètement en question par rapport à l'image de l'entreprise, par rapport aussi à la position qu'on doit prendre. C'est-à-dire que finalement, on a des principes, des convictions, mais on fait aussi partie d'un collectif, quoi. Donc il faut arriver à s'aligner sur ces deux choses-là, c'est pas toujours facile. Et là, pour l'instant, voilà, on s'en accommode dans le sens où l'entreprise n'allait pas non plus à avoir un usage, dans le sens à le mettre en avant, à s'en servir vraiment en priorité, etc. On voit qu'on est de plus en plus, de toute façon, dans un mouvement de retrait. Je ne parlerai pas au nom de mes collègues, mais moi, justement, c'est aussi pour ça que j'ai créé un compte Blue Sky, que j'ai commencé à alimenter pour aussi que nos contenus ils existent sur cette plateforme-là déjà. On verra ce qui se passera plus tard, mais au moins ça amorce déjà quelque chose, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours cette tension. Après, des consignes, c'est toujours délicat à donner. Déjà parce que les rédactions, quand même, le journalisme, c'est un métier qui est animé par une forte éthique. Et en fait, donner des instructions à des journalistes pour dire venez vous informer là, je pense que c'est quand même des atteintes à la liberté de la presse qui, je pense, susciteraient de belles levées de boucliers. Après, tous les journalistes ne vont pas rester sur X. Il y en a plein qui vont partir, il y en a plein qui n'ont jamais eu de compte. Il y en a aussi plein qui vont rester parce qu'ils sont d'accord. La crise a beaucoup de défauts, mais c'est peut-être une vertu, c'est qu'elle clarifie des choses. Aujourd'hui, on vit une période de crise. Les journalistes, c'est pas un bloc cohérent. Alors je sais qu'on a tendance à être très corporatiste. Moi le premier, parce que je suis Reporters sans frontières, mais c'est pas du tout un bloc cohérent. Tous les journalistes ne sont pas des gens de gauche qui détestent Donald Trump. Il y en a un certain nombre, peut-être plus qu'ailleurs dans la société, franchement j'en ai aucune idée, mais il y a énormément de journalistes qui sont parfaitement satisfaits par la situation. Donc il y a toujours des journalistes. Alors après, je ne sais pas ce que feront ces gens, il y a sûrement des très bons journalistes là-dedans. Il n'y a pas de raison d'en douter. Mais en fait, on n'est pas... tous les journalistes ne parlent pas comme un seul homme. Donc il y en a quand même aussi beaucoup qui vont rester. Est-ce qu'ils vont faire du journalisme sur la plateforme? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que oui. Enfin, il peut y avoir des gens qui soutiennent des idées opposées aux miennes et qui sont des gens très très compétents. Ça s'est déjà vu. Après, c'est la question de l'enfermement. C'est en fait un moment, est-ce qu'ils vont juste rester entre eux?
J'en suis pas certain. Pour être franc, les réseaux sociaux, c'est plus fin que ça. Vous parlez tout à l'heure des réseaux sociaux de Donald Trump, etc. En fait, Twitter, c'était traditionnellement, quand vous voulez faire des opérations d'influence, le réseau où vous arriviez de manière intermédiaire. En fait, vous vous organisez généralement sur une plateforme qui vous permet de communiquer, donc un groupe WhatsApp, un Discord ou alors un groupe Truth Social. Vous arrivez pour faire votre opération sur Twitter, vous attaquez vos adversaires directement en les provoquant. Il y avait pendant un temps un truc extrêmement classique en école de marketing, c'était si vous voulez faire parler de votre produit, attaquez les féministes. Parce qu'en fait, c'est quand vous provoquez le camp adverse, c'est lui qui vous fait votre visibilité. Et ça c'était dans les années 2010, pendant les années 2010, on se souvient de quelques messages assez fameux, c'était avant MeToo. Depuis MeToo a mis fin à cette pratique, c'est tant mieux. Et après, l'enjeu c'était de blanchir ça. C'est-à-dire qu'en fait, un média va s'emparer du sujet, ça va devenir un article de presse, et là en fait, du coup, votre influence, elle marche, parce qu'en fait, vous êtes sur toutes les plateformes. Donc, les journalistes, c'est pas un bloc uni, et les réseaux sociaux, c'est pas un monde séparé. En fait, ils sont connectés à des tas d'autres réseaux, c'est beaucoup plus compliqué, nous, évidemment, on s'est concentré sur X, mais c'est beaucoup plus fin et diffus que ce qu'on veut bien dire. C'est ce qui fait que, même si on parle de manipulation politique, on n'est pas capable d'estimer l'influence réelle d'un réseau social sur un vote, par exemple. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de tout le monde et d'avoir été là avec nous durant ces 2 heures. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous laisse applaudir.